Je pense que j'avais déjà conscience que le choix que je faisais n'allait pas déterminer toute ma vie. Si vous voulez accomplir tous vos objectifs professionnels en 2024, alors cet épisode est pour vous. Comment choisir la voie qui me plaît ? Pour trouver ta voie, il faut commencer à marcher. Ce que tu veux, c'est pas l'opposé de ce que tu ne veux plus. Quelle est la dernière chose que vous avez fait pour la première fois ? J'accueille Karine, aka Career Queen, qui a accompagné près de 10 000 talents à passer à la vitesse supérieure dans leur carrière. Moi, je suis pas en train de dire c'est pas bien les études. Je suis en train de dire que c'est pas ça le raisonnement. Aujourd'hui, le diplôme de base, combien de temps ça a vraiment de validité ? Avoir un travail, c'est normal, la vie, c'est pas une faveur que tu demandes. Comment trouver sa voie professionnelle ? Comment bien négocier son salaire ? Quelles sont les compétences de celles et ceux qui réussissent ? On le sait ça, mais t'es à 6-7 relations max de n'importe qui dans le monde. Aurais-tu 5-10 minutes à m'accorder où je peux te poser des questions sur ton quotidien. En fait, il faut se préparer au non. C'est comme les gens qui ne demandent jamais d'augmentation, souvent les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas préparées au non. Comment retrouver son ambition après un échec ? Un entrepreneur est considéré entrepreneur quand il s'est déjà pris le pied dans le tapis, pas parce qu'il a monté une boîte. Parfois, j'ai l'impression qu'on parle de la procrastination comme d'une compétence. Et ça me gêne beaucoup. Tu as deux portes devant toi. Il y a la porte besoin de ressentir du plaisir et besoin d'obtenir des résultats. Et la procrastination est là pour nous aider à naviguer. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Career Queen. Bonjour Karine. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Avec plaisir, je suis ravie d'être là. Intimidée, mais ravie. Tu partages une expertise sur les réseaux sociaux que je trouve hyper intéressante, enrichissante et qui, je pense, aide un grand nombre de personnes. Donc j'espère que ça permettra aux personnes qui nous écoutent d'avoir la carrière de leurs rêves, ce qui est un peu, je crois, ton ambition. Avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Alors, Karine Tréhoulier, ça c'est mon vrai nom, alias Career Queen, sur les réseaux sociaux. Je suis une Française qui vit loin de son pays depuis 27 ans. J'ai toujours voulu vivre au soleil. Et c'est ce que je fais depuis 27 ans, donc j'ai bougé un petit peu et donc j'ai toujours adapté ma vie professionnelle au pays dans lequel je me trouvais. Pour me présenter, ça serait un peu ça, c'est que j'ai voulu allier ma vie personnelle à ma vie professionnelle, c'est-à-dire pouvoir découvrir un peu le monde, mais toujours en travaillant. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans ce domaine des RH ? Alors, comme beaucoup de gens de mon âge, moi j'ai 52 ans, quand j'ai passé mon bac, aucune idée, il n'y avait pas Internet, aucune idée. Enfin si, la psycho m'intéressait, l'économie, mais j'étais comme une élève plutôt bonne, généraliste, voilà, mais rien d'extraordinaire non plus. Donc j'ai eu mon bac et puis mon copain de l'époque m'a emmené à la capitale en me disant « on va faire la queue devant les universités et tu iras là où il y a de la place ». Et ça s'est passé comme ça. J'ai fait d'abord la queue à la Sorbonne, il n'y avait plus de place. Et après, il m'a emmené à Sceaux et j'ai fait un doc de droit parce que c'était pas loin de lui, sans aucune vocation. Très vite, j'ai vu que ça allait m'ennuyer. Et c'est là que je me suis renseignée un peu autrement et que j'ai intégré le CELSA après pour faire de la communication parce que ça m'intéressait. Mais très rapidement, je me suis spécialisée en ressources humaines. Au CELSA, tu avais une option ressources humaines. Et là, je me suis dit, c'est bien. Je vais pas m'ennuyer tout de suite parce que c'est varié. Et puis, j'aurais des contacts avec les gens. Voilà, c'était ça. Mais il n'y avait pas une grande réflexion comme beaucoup de gens. Et voilà, et donc je suis partie en RH, quoi. Avec le recul, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui si tu pouvais revoir Karine, tu vois, à 18 ans, pour la conseiller sur son orientation ? Eh bien, déjà, rien que de savoir tout ce qui était possible de faire. Moi, je pense que j'avais déjà conscience que le choix que je faisais n'allait pas déterminer toute ma vie. J'étais de toute façon ce que tu as envie de faire. Donc de relâcher la pression peut-être par rapport à la formation, oui. En te disant, dans tous les cas, ça te mènera... Oui, c'est un vrai sujet Aujourd'hui, c'est complètement le cas. Moi, mes enfants, ils ont 22 et 25. Aujourd'hui, s'ils me disaient « Maman, j'ai pas envie de faire d'études », ma fille n'a pas voulu faire de master et tout ça, je lui dis « Mais il n'y a aucun problème. Du moment qu'elle fait quelque chose qui l'intéresse. » Moi, à l'époque, c'était le théâtre, quand j'étais plus jeune. Donc je faisais beaucoup de théâtre déjà, un peu en semi-professionnel. Et donc, il fallait aller aux études, quoi. C'était pas une question qui se posait. Mais alors, aucun regret, parce que je me dis que si ça avait été aussi... C'est fort pourtant, mais j'étais pas prête pour prendre un chemin moins conventionnel. J'avais bien compris que ça allait pas déterminer toute ma vie, mais j'étais quand même pas prête à me mettre dans une voie où j'allais dépendre du désir de l'autre. Ça, je l'avais compris. J'adorais le théâtre.
mais j'aimais pas l'idée de dépendre d'un appel. Et je ne veux pas dire la méritocratie, mais c'est pas parce que tu travailles bien que tu vas avoir du travail. Et ça me gênait. Donc je me suis dit, je vais aller apprendre des trucs. Et puis après, on verra. Et voilà. Donc le conseil, c'est vraiment ça. C'est si ton intuition fait que t'as pas vraiment un appel clair et précis, ce qui compte, c'est que tu aies plaisir à apprendre des choses. Et après, ce processus d'apprentissage, il te servira toute ta vie. Parce que tu vas faire que le répéter, en fait. C'est un super point de départ. Je me suis dit que cet épisode, on pouvait un peu le construire en partant de l'arrivée dans le monde du travail, même avant ça, à la formation, jusqu'aux plus hauts échelons qu'on peut atteindre. Et donc, la première vraie question que je me suis posée, qui aujourd'hui, je trouve, reste une inconnue pour beaucoup de gens, c'est comment choisir la voie qui me plaît. Il y a en plus une pression supérieure avec les réseaux sociaux, on se compare au parcours des autres. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont encore étudiants ou qui vont reprendre des études et qui ont cette peur, si tu veux, de pas bien choisir? Comment est-ce qu'ils peuvent trouver vraiment ce qui les fait vibrer? Déjà, c'est d'accepter qu'il n'y a pas une voie. C'est pour ça que c'est bateau, mais je dis, il y a des voix. Les voix, on a plusieurs voix, on peut faire plusieurs tons. Et c'est un peu pareil professionnellement. Il y a plein de choses à explorer au niveau de ces voix, justement, et tu vas en découvrir pendant tout ton parcours. Puis après, il y a les voies, les chemins. C'est-à-dire que même pour un intérêt que tu peux avoir, tu peux l'exercer et le pratiquer de tellement de façons qui sont des occasions d'apprentissage et qui sont des occasions aussi de prendre en compte ta personnalité. Il n'y a pas juste l'intérêt professionnel, il y a également la façon de l'exercer. Tu prends aujourd'hui, il y a beaucoup besoin de façadiers pour refaire les façades de maisons aux normes. C'est un énorme chantier et c'est des métiers peu connus. Pourtant, c'est des métiers où tu peux gagner très bien ta vie, tu es formé à n'importe quel âge, et en même temps, tu peux très bien l'exercer chez un employeur, et ils se sont mis d'accord pour partir sur une semaine de 4 jours. Et puis, tu peux l'exercer aussi à ton compte. Et tu peux aller vers des salaires 4 000, 5 000 euros, avec une période aussi où l'hiver, il y a un ralentissement de l'activité, mais il y a une partie design, il n'y a pas qu'une partie faire, réaliser. Et donc, c'est un métier assez riche. Donc, l'idée, c'est de dire, je peux avoir un intérêt, ça c'est et j'en aurai d'autres. Parce qu'on n'est pas fait que pour une chose, et on n'a pas le droit de s'intéresser uniquement aux choses dans lesquelles on est plutôt bon. Sinon, ça serait triste, ça ne serait pas intéressant. Et puis après, il y a plein de façons de le vivre et de l'exercer. Ça peut être 3 fois dans l'année, ça peut être en complément d'une autre activité. Donc, c'est vraiment, il y a rien qui soit irréversible. Et moi, je trouve que ça relève de la connaissance de soi, en fait. Ce qui est difficile à 18, 19, 20 ans, en fait. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est pour trouver ta voie. Il y a quelqu'un qui disait, pour trouver ta voie, il faut commencer à marcher. Et je leur dis, si vous n'avez pas du tout d'idée, moi, il y a 2 tips que je donne toujours, 2 astuces, c'est... la première, c'est d'aller dans l'intérim. L'intérim, il y a tous les niveaux de poste. Il y a pas, on n'est plus col blanc, col bleu. On est loin de tout ça. L'intérim, c'est ce qui nous attend demain un petit peu. C'est de toujours explorer des missions différentes. L'intérim, c'est un terrain de jeu incroyable où tu peux commencer, faire des choses, produire des résultats sur une période assez courte, où du coup, on va te demander des choses assez précises. Et puis, tu vas tester différentes cultures d'entreprise, différents environnements, différents collègues. Et tu sais que dès le début, tu n'es pas obligé de les aimer. Donc, ça t'enlève une pression. Donc, je pense que tu es un peu plus objectif. Et tu vas explorer. Et ce qui compte, c'est aussi bien le travail, les tâches, les types de tâches, que le type d'environnement. Puis après, il y a une deuxième astuce que moi j'adore, que je fais encore, alors que je ne cherche pas de travail. Mais je la fais pour mes clients tout le temps, mais j'adore. C'est sur LinkedIn. Tu vas dans la partie emploi, tu mets rien dans le poste, à la partie poste. Tu mets aucun intitulé, aucun mot-clé. Et puis, dans la partie lieu, location, tu mets worldwide, le monde entier. Et ça existe, tu écris le monde entier. Et là, la plateforme va te suggérer des postes dans le monde entier par rapport à ton profil. Donc, il y a des choses qui sont pertinentes, d'autres qui le sont moins. Mais c'est un super voyage. Et ça te permet de réaliser plein de types de jobs auxquels tu n'avais pas pensé, qui reprennent en partie certaines de tes compétences. Et puis là, tu peux te dire, mais ça a l'air bien ça, je pensais pas, tiens, ça consiste en quoi? Et puis tu regardes ce qui te manque pas, tu fais des cours en ligne, des MOOC, voir si ça t'intéresse vraiment, ça t'engage pas dans quelque chose de onéreux, ni t'as pas besoin d'avoir fait les classes prépa pour comprendre. Il y a beaucoup de pédagogie dans ces cours en ligne
Il y a de tout, mais il y a vraiment des petites pépites qui te permettent de donner les fondations sur un sujet et de voir si tu as cette curiosité d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, je trouve que tu as des terrains d'exploration qui sont accessibles. Et puis, ce qui compte, c'est pas de choisir une destination, c'est d'explorer. Puis là, tu sais, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Je trouve que pendant trop longtemps, on a été habitué à faire des choix professionnels qui reposent beaucoup sur ce que je ne veux plus. Il y a cette idée que tu changes de travail parce que tu veux plus. Pendant longtemps, quand tu disais bah là, je quitte tel travail, les gens faisaient qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es engueulé avec ton chef, t'as pas été augmenté? Mais non, mais il n'y a pas forcément un problème. J'ai envie de voir autre chose. C'est pas une trahison. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se détendre sur ça et accepter de se tromper. Mais même quand tu te trompes, il y a toujours un petit truc qui t'a attiré. C'est vrai, et je me revois étudiante, et même au lycée, il y avait cette peur. Tu vois, il y avait le CDI, où on pouvait aller voir les métiers, mais en fait, j'avais conscience qu'il y avait tellement plus de métiers que ça. Et parfois, quand je voyais des amis de mes parents qui me disaient leur poste, je me disais, mais attends, mais moi, j'ai pas vu ça au CDI. Et si ça se trouve, je vais passer à côté d'un métier qui me plaît vachement. Et en fait, aujourd'hui, je me rends vraiment compte que le but, c'est d'ouvrir une porte qui en ouvrira 3 autres, qui elles-mêmes en ouvriront 10 autres, et que peu importe finalement la première porte par laquelle tu passes, ça va juste te permettre d'affiner au fur et à mesure ce qui te plaît et ce qui te plaît moins. Et puis il y a très peu de portes qui resteront fermées, si tu en as vraiment envie. Et surtout aussi, c'est de cultiver un entourage professionnel varié. Si je travaille en CDI dans le luxe, après mon école de commerce et que mon entourage, c'est mon école de commerce et ma boîte de luxe pendant 25 ans, aussi sympathique soit-il, c'est se limiter énormément. Et oublier qu'il y a le monde du travail, il est extrêmement riche, pluriel, avec des parcours très variés. Il n'y a rien de plus inspirant que de rencontrer quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que toi. Et tu lui demandes le quotidien, parce qu'il y a ce qu'on projette du métier, mais après il y a le quotidien. Regarde toute la vague. Dans mon métier, je travaille beaucoup pour les entreprises, c'est ça qui me fait manger. Mais à côté, j'ai aussi une pratique pour accompagner des gens qui d'eux-mêmes sponsorisent leur démarche de développement professionnel. Et j'ai aussi une partie d'entrepreneurs. Et j'en ai beaucoup. Il y a des périodes, il y a des modes. Il y en a beaucoup qui ont cette phase de la maison d'hôte. Ah oui. On en parle de la maison d'hôte. Avant, il y avait la baraque à frites il y a longtemps. Avant, tu avais le club de surf. Tu as des modes autour de 40-50 ans. La maison d'hôte. Ça fait rêver sur le papier. Mais j'en peux plus de la maison d'hôte. Combien j'en ai eu? Alors, la maison d'hôte, ça, c'est typique. Il y a quelque chose qui relève, vraiment, qui crée souvent un déclic chez beaucoup de gens. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'idée de créer une maison d'hôte. C'est une idée très sympa parce que tu as beaucoup de tâches variées. Donc, typiquement, les multipotentiels, ceux qui ont des intérêts variés, vont s'y retrouver complètement parce qu'il y a la nouveauté, il y a à la fois une partie déco, choisir un lieu, c'est fort de choisir un lieu. Pour certains, ça renvoie une sécurité. Je suis chez moi, c'est mon travail et en plus, je suis chez moi. Donc, c'est fort dans les symboliques. Donc, il y a vraiment cette intensité au départ. Et puis, après 9 mois, le quotidien, c'est qu'ils n'ont pas de week-end. Souvent, ils travaillent en couple ou en copain. C'est changer les draps. Alors, je dis pas que c'est pas sympa, mais je dis que c'est pas la même chose que le démarrage. Et souvent, les gens oublient que le travail de démarrage de toute activité est différent du quotidien. Et dans plein de métiers, c'est l'inverse. Le démarrage, il est ingrat. J'ai pas envie de passer par ça, faire du marketing ou des choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est exercer tout de suite, aider les gens, t'entends ce genre de choses dans le coaching ou d'autres types de métiers d'accompagnement. Et la maison d'hôte, c'est un phénomène où j'ai vu beaucoup de gens s'endetter, y mettre toute leur vie, quoi. C'est un changement de vie radical. Et au bout de 4-5 ans, même avant, t'en as qui changent complètement, qui revendent. Alors, est-ce qu'il fallait pas le faire? Je dirais pas ça. Mais je pense que quand je dis qu'on n'a pas beaucoup de culture travail en France, c'est pas critique, c'est pas négatif. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas appris ça. C'est qu'on n'a pas appris que tu as le métier, tu as une activité, puis tu as comment tu le fais, et puis il y a le quotidien du métier. Comment ne pas tomber dans ce piège? Comment ne pas fantasmer un métier
et tomber dans le piège de la désillusion? Bah justement, par l'éducation autour de cette culture du travail. On est trop dans les extrêmes. Je n'en peux plus du boulot classique de l'entreprise, je n'y trouve plus de sens. Ah, je vais faire un métier passion. On est toujours un peu dans le blanc ou le noir. On est dans « Ah, je ne veux plus, donc c'est forcément ça la réponse ». Or, je dis tout le temps, ce que tu ne veux plus, ce que tu veux, c'est pas l'opposé de ce que tu ne veux plus. Ça, c'est la principale erreur. Enfin, erreur, c'est un mot. Je dirais le principal apprentissage, je préfère ça. Parce qu'il faut le vivre pour le comprendre, je trouve vraiment, pour l'intégrer. Mais je pense que même si tu montes une maison d'hôte et qu'après tu te dis, mais en fait, j'ai pas la vie que je souhaitais, parce que j'ai plus de respiration, parce que j'aime bien, mais j'ai envie d'avoir ma vie privée séparée, nanana. C'est OK. Au moment où tu l'as lancé, t'avais envie d'être dans une intensité, de tout mélanger. Donc, de toute façon, t'auras appris plein de choses qui vont t'aider à affiner ton prochain choix. Donc, c'est juste que si on fréquentait un peu plus de gens autour de nous quand on est en CDI, on connaît des intérimaires, des entrepreneurs, des gens qui ont fait un arrêt, des gens qui ont un métier manuel. Si on en parlait plus naturellement, y compris de son quotidien, et pas uniquement socialement, ou dès qu'on te demande qu'est-ce que tu fais, je fais ça. Et souvent c'est le nom de la boîte, mais les gens ne disent pas ah mais qu'est-ce que tu résous comme problème, quel est ton quotidien, quelles sont tes missions, qui sont au quotidien, comment tu vois l'impact de ton travail, comment tu te rends compte de l'impact de ce que tu fais au quotidien, parce que ça a l'air de te prendre beaucoup. On parle jamais de ça. On fait tu travailles chez Cartier. Ah ouais. Après, on va te demander une réduc ou une Noël. Mais je veux dire, c'est beaucoup lié au nom de la société. Et les gens, ici, souvent, te répondent, je dis, qu'est-ce que vous faites ? Je suis en CDI. C'était pas la question. je dis, je suis en intérim. Ou ils écrivent sur leur CV, je dis, mais on s'en fiche, ça. Je lui dis, quel type de problème tu résous ? Voilà. Ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire par rapport au nom des boîtes, c'est qu'il y a un peu aussi la même peur, si on prend notre trame chronologique, par rapport aux écoles. Tu vois, j'ai dit à ma team là, que je t'accueillais ce matin, et on a une super alternante qui nous a dit, moi en fait, là je me pose la question de potentiellement faire un master dans une grande école, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est indispensable si je veux tirer mon épingle du jeu. Et elle se pose vraiment cette question, ce dilemme de est-ce que je fais les concours pour avoir un grand nom sur mon CV ou pas ? Et je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Alors, moi je suis très remontée contre tout ça. Enfin, remontée, c'est un peu excessif. Enfin, je suis peut-être déformée, mais c'est quelque chose que j'ai toujours un peu combattu, ça. Et je trouve que là-dessus, on est un peu parfois en retard. Tu as même un mouvement aux États-Unis anti-master maintenant. Oui, mais bon, alors c'est un peu hypocrite parce que si t'as Harvard sur ton CV, t'as quand même plus de chances de trouver le job. On parle de combien de personnes, Louise ? Ouais. Et Harvard, ok. Non, mais Harvard, tu vois, ils sont très Ivy League quand même encore aux US. Non, mais ils sont très d'un côté, mais en même temps, si tu prends un autre chemin, tu peux aussi faire des choses. Ouais, moi, je suis pas en train de dire c'est pas bien les études. Je suis en train de dire que c'est pas ça le raisonnement. Aujourd'hui, le diplôme de base, combien de temps ça a vraiment de validité ? Je veux dire, on est passé de... C'était valable à l'époque de mes parents. Hein. Donc, et c'était très bien. Il y avait cette idée un peu de méritocratie, que si tu accédais à un diplôme, on allait te donner plus de choix d'évolution. Voilà. Ça veut pas dire que les autres, ils méritaient pas, mais il fallait aller jusqu'à cette porte. Et donc, si tu n'avais pas le diplôme, tu pouvais pas. Après, il y a une autre logique. Il y a celle des caisses de retraite, avec les cadres et les non-cadres. Ce fameux passage cadre. Je me rappelle, quand j'ai commencé dans les RH en stage, je voyais des filles super bien, qui avaient 35-40 ans, mais parce qu'elles n'avaient pas fait de master, déjà à l'époque, elles n'avaient pas bac+4, on leur refusait le passage cadre. Et alors qu'elles étaient des super DRH, quoi. Elles travaillaient dans l'ombre. Et donc, en France, c'est plus lié aussi à tes cotisations. Cette différence, elle est très marquée. C'est-à-dire que dans d'autres pays, je ne parle pas forcément des US, je peux parler des économies émergentes, si d'un seul coup on te fait passer un poste de manager, c'est quel type de problème tu résous, comment tu vas le faire, mais c'est pas est-ce que tu as le niveau. Mais oui, il y a pour certains pays, pour des visas, on va te demander ça, mais ce passage cadre est beaucoup plus doux. Voilà, c'est plus ton expérience qui va. En fait, le passage cadre, c'est tu fais du management ou pas. Hein, dans plein de jobs dans les grandes entreprises. Et du coup, on arrive à quoi maintenant ? On arrive à plein de bac+4, bac+5 qui n'ont pas d'équipe. Mais de toute façon, on n'a pas assez de postes de manager. Et heureusement, on en a déjà trop. On n'en peut plus. Donc, c'est quoi ce truc de pousser les gens à faire des études plutôt que de leur apprendre à se former régulièrement en fonction du besoin du marché ? L'époque de mes parents, c'était le know it all, tout savoir,
tout maîtriser. Donc, si tu as beaucoup de connaissances, tu vas accéder à une belle carrière. Et quand tu prétends un job, il faut montrer que tu sais beaucoup de choses. Quand tu parles ou quand tu écris un livre, il faut que tu aies la légitimité de venir de telle école ou d'avoir un niveau de culture générale pour justifier que... Là, on est dans l'ère, depuis plus de 10 ans, du learn it all. Tout apprendre. Donc, l'idée, c'est que tu aies 25 ans ou que tu aies 50 ans, c'est que ce qui compte, c'est pas ce que tu as appris avant, c'est ce que tu es capable d'intégrer et vite et de transformer pour résoudre de nouveaux problèmes. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais, s'il y a un sujet qui l'intéresse vraiment, et qu'il y a un poste, par exemple, je me souviens, j'avais une jeune là, qui avait fait par hasard son stage dans le Champagne. Et puis, ça a commencé à vraiment l'intéresser. Et après, elle a trouvé un master. Elle avait commencé à bosser. Et elle a trouvé un master lié au spiritueux et tout ça. Et donc, justement, pour avoir son statut cadre, elle m'a dit, je vais faire ça. Je lui ai dit, t'as envie de faire quelque chose et c'est le chemin actuel pour le faire. Donc, je suis OK. Il y a un sens, voilà. Si ça va t'amener là où tu as envie d'aller tout de suite. Maintenant, je pense que tu en sais déjà beaucoup sur le sujet et que c'est juste une validation externe. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas un projet ou quelque chose tout de suite où ça soit une contrainte, moi, je pense que c'est mieux de travailler un peu, puis après de t'offrir un master, quelque chose en lien avec sur l'entrepreneuriat, où là tu te dis tiens, j'ai besoin de ces compétences-là. Ah, ce prof il est super, j'aimerais bien bénéficier de ses cours. Ça c'est différent. Rechercher des compétences plutôt qu'un nom, je trouve ça hyper intéressant comme réflexion, quoi. Parce que de toute façon c'est ça. C'est pas le titre du job, c'est pas le statut cadre ou non cadre. C'est ce que tu vas avoir plaisir à faire et Pour revenir sur aussi cet exemple que tu nous as partagé de recherche d'emploi sur LinkedIn, imaginons que des personnes nous écoutent, font ce chemin et trouvent une offre qui leur plaît énormément. Quels sont les principaux conseils que tu aurais à partager pour maximiser leurs chances de réussite dans le fait de postuler pour l'offre? Ouais. Tu vois, que ce soit le CV, que ce soit l'entretien. J'imagine que c'est des sujets que tu maîtrises bien, tu vois. Mais là, si je me mets dans la peau, moi, de la fille qui va postuler pour un dream job à New York, quels sont peut-être d'abord le CV, les erreurs à ne pas commettre et les points à valoriser? Alors, je vais essayer de pas vous endormir. Non, t'inquiète, ils sont là, ils sont réveillés. Alors, le CV, en fait, il se passe un phénomène, et ça, c'est partout, c'est pas spécialement en France. Comme les entreprises sont très sollicitées, elles ont mis en place des logiciels de tri. Et alors là, les problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu postules, tu as un retour de 2%. C'est quand même incroyable. Tu as des gens qui publient des offres et les gens postulent et n'entendent pas parler de leur candidature. Ça fait beaucoup de mal. C'est très décourageant et ça joue aussi sur la confiance en soi. Alors juste pour expliquer, dans l'explication du CV, il faut intégrer que quand on postule à généralement une grande entreprise, il va y avoir une sélection du CV par un logiciel d'abord, avant qu'un humain voit le CV. Et donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir ce que j'appelle les CV moches. C'est pas très attractif, mais c'est un CV avec une mise en page minimaliste qui n'empêche pas la circulation du logiciel en forme F pour vérifier certaines données qu'il va venir chercher en premier. Donc la première chose, c'est de mettre le titre du poste de façon générique. Consultant, RH, chef de projet, c'est pas obligé de reprendre exactement. Donc le logiciel, il va vérifier ça et en dessous mettre 3-4 compétences essentielles pour le poste que tu penses avoir, dans lesquelles tu as certaines expériences ou connaissances. Et après, il faut personnaliser le CV. La principale erreur qu'on voit sur les CV, c'est que les gens les rédigent comme une description de poste avec une succession de responsabilités. Donc en fait, ils mettent en valeur le poste, mais ils ne parlent pas d'eux. Ils ne parlent pas de leurs résultats. Or, un CV, c'est des résultats. Donc moi, ce que je recommande, c'est de mettre une description très brève, en 2 bullet points ou 2 phrases, du rôle, où il commence, où il s'arrête en termes de responsabilité, si tu as une équipe. Et puis après, de choisir 2 réalisations concrètes, 2 résultats que tu as obtenus dans ton travail qui résonnent avec la mission du poste que tu souhaites obtenir. Donc, c'est bien sûr que c'est pas toute ton expérience, tu as fait plein d'autres choses, mais ces 2 exemples vont venir illustrer 2 compétences essentielles du poste. Donc, c'est comme un teaser, c'est ma bande-annonce. Voilà ce qui me qualifie à prétendre que ce job-là, je peux le faire. Et tu vas mettre tes expériences passées. Et si tu postules pour des jobs à distance, les remote jobs, là, il faut vraiment faire un CV remote. C'est-à-dire tu commences par tes expériences à distance. Et les expériences à distance, c'est pas de télétravail 2 jours par semaine.
C'est pas la même chose. Les expériences à distance, c'est quand tu as travaillé dans des entreprises qui ne fonctionnent qu'à distance, avec des processus à distance, limite de l'entrepreneuriat. Et c'est très différent que de travailler 2 jours en télétravail dans une entreprise où être au bureau reste la norme et où tous les processus restent les mêmes et n'ont pas été modifiés. Donc ça, pour le CV, je dirais c'est ça. Résultat, mettre 5 données quantitatives, intégrer qu'une super mise en page et tout ça, la créativité, si on postule à une grande entreprise, c'est pas au début. Par contre, après, quand tu as un entretien, tu t'exprimes. Tu fais un CV comme tu as envie de le faire et puis tu peux aller plus loin que les 1 ou 2 pages. Donc ça, c'est la base, c'est de respecter le processus de la boîte. Voilà, pour postuler, merci de renvoyer. Tu le fais. Et après, oula, si tu veux dépasser les 2%, plutôt que de faire un envoi de masse, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est de cibler 10-15 entreprises qui t'intéressent vraiment. Et de faire des recherches sur cette entreprise. Mais pas pour sonner intelligent en entretien, mais pour aller voir l'environnement de travail, pour aller voir le quotidien. Donc il faut que tu te connectes avec plein de gens de l'entreprise pour aller te renseigner, demander 10-15 minutes comment ça s'est passé, aller scruter certaines évolutions. Sur LinkedIn, c'est une mine. Ouais. Et moi, je leur dis toujours, tu vas voir tout le département. Tu vas voir, si c'est une boîte internationale, tu vas voir le même département dans une filiale. Tu regardes combien de temps les gens restent en poste. Au bout de combien de temps? Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils restent dans la même chose? Et ça, c'est une mine d'informations. Et c'est pour toi, pour voir si ça te correspond. Si tu vois qu'il y a un poste que tu adores, par exemple visual merchandiser, mais qu'après, il n'y a rien, tu peux le faire, mais tu sais très bien qu'après, faudra passer soit au marketing ou aller ailleurs et changer, peut-être te mettre à ton compte. Mais toutes ces questions-là, il faut se les poser avant. Du coup, tu as beaucoup de renseignements, tu parles avec des gens, forcément, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis après, tu vas au culot, il y a souvent une école, une connaissance, un lieu de vie, un groupe LinkedIn où tu es ensemble, qui te permet d'envoyer un message et de dire, voilà, moi aujourd'hui, je suis intéressée par la boîte dans laquelle Alors, on prend des gens de son domaine, et j'ai vu que tu es passé par ça à ça, aurais-tu 5-10 minutes à m'accorder où je peux te poser des questions sur ton quotidien, et moi, si je peux te le rendre à un moment donné, c'est avec plaisir. C'est comme ça que je conçois le relationnel sur LinkedIn. T'en as 3 qui vont pas te répondre, et puis t'en as sur 10, ou 5, et t'en as 1 ou 2 qui vont te dire ça prendra que 10 minutes, en toute confidentialité. Donc tu leur demandes pas de passer le CV. Tu te mets en lien avec eux, tu apprends des choses, donc tu affines. Donc du coup, quand tu relances, tu peux dire des choses un peu différentes. Et puis au bout d'un moment, si t'as pas de nouvelles, t'envoies à quelqu'un du département, pas le chef. Et puis tu dis voilà, je sais que vous travaillez sur tel type de problématique. Et là, par rapport à ça, moi j'ai plein d'idées, tu peux faire même une vidéo, quoi. Est-ce que pour ce genre de démarche proactive, tu remarques une différence de genre? Ah, de genre? Ouais. Parce que tu vois, là, dans ce que tu me décris, je pense vraiment à toutes mes copines et je me dis, mais on est tellement peu à avoir assez confiance en nous pour aller oser envoyer un message à quelqu'un dans le département de la boîte où on veut aller en disant, voilà, moi je sais faire ça, je pense que je peux vous aider là-dessus. Alors là, je parle d'un job que tu veux vraiment. Ouais, je sais. C'est ce job qui te passe dans le sang, faut se démarquer et l'approche consultant résoudre problème. Plutôt que j'ai fait ça et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. C'est j'ai appris que vous travaillez là-dessus. Moi, j'ai mis ça en place là. Je serais ravie de partager ça avec vous. Tu vois, c'est pas. De ne pas hésiter à mettre Surtout, c'est de pas mettre de l'ego là-dedans, en fait. Travailler, avoir un travail, postuler, c'est juste c'est normal, la vie, c'est pas une faveur que tu demandes. Donc, si on te dit non, c'est comme les gens qui ne demandent jamais d'augmentation, souvent les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas préparées au non. Je leur dis, finalement, les gens, il y a des hommes aussi, qui ne demandent pas, c'est des gens qui ne sont pas prêts à entendre le non. En fait, il faut se préparer au non. Et puis, une fois que tu as pratiqué un non, tu t'habitues et tu vois, finalement, c'est pas si grave. Et ça ne remet pas en question ta valeur. C'est ça qui est important. Il faut le pratiquer. Il faut que tu t'en prennes des noms pour te rendre compte que c'est pas si grave. Parce qu'à côté de ça, tu as quelqu'un qui t'a dit oui, et puis voilà. On met beaucoup d'ego là-dessus comme un rapport de force. C'est ça qui est un peu dommage, c'est ce rapport de force dans ce monde du travail, qui pourtant, je trouve que ça a beaucoup changé et qu'il y a de quoi faire en sorte que ça soit plus équilibré dans les désirs de chacun, dans les besoins de chacun. Juste, il faut plus en parler et mieux se comprendre et pas penser qu'on a compris ou que l'autre sait déjà et que c'est évident. Mais je pense que quand on va... la démarche d'aller contacter quelqu'un, pour moi, c'est une démarche plus pour être sûr que ça va nous plaire. Moi, si j'ai quelqu'un de l'équipe
qui va me dire, oui, enfin, un peu désagréable, de dire on s'en fiche de ton, de ton projet, ou qui va, voilà, ça me dit quelque chose de l'équipe, parce que j'ai envie de bosser avec lui, non. Ou tu peux être vexé d'un côté, mais d'un autre côté, tu te dis, c'est bien que j'ai été au courant avant, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un changement d'état d'esprit. Je sais que tu as fait une vidéo sur la fixed mindset et la growth mindset. J'aime beaucoup Carol Dweck, j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast. Mais je me demande, pour peut-être les personnes qui sont encore empreintes de cet état d'esprit fixe. C'est pas facile. Et qui, du coup, tu vois, n'enverraient pas ce message parce que le rejet viendrait remettre en question leur personne. Alors que finalement, ça ne dit rien d'eux, mais juste de la rencontre entre l'offre et la demande, finalement. Système, ouais. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour adopter l'esprit de croissance ? Parce que entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart. Je pense que c'est pas le seul à avoir parlé Adam Grant. Tu sais, ceux qui donnent et ceux qui prennent. Ouais, je pense que les reflets sociaux ne sont aussi que le reflet de ça, un petit peu. Maintenant, tu as beaucoup de gens qui donnent qui donnent de connaissances, ou partagent une expérience, ou des expériences personnelles aussi. C'est douloureux de partager une expérience personnelle devant des gens que tu connais pas. Voilà, c'est tout ce partage qui s'est un peu démocratisé au moment du confinement. Je pense qu'il faut aller vers ça. C'est-à-dire que sur LinkedIn, par exemple, on dirait que d'un seul coup, je suis obsédée. Là. Je sais pas ce n'est pas sponsorisé par LinkedIn. Non, justement, il y a d'autres choses pas moins drôles sur cette plateforme. Mais ce que je veux dire, c'est que LinkedIn, c'est le réseau social professionnel, numéro 1. Et en fait, il faut faire abstraction de cette ambiance pas très agréable quand même, en France, où c'est beaucoup sur l'ego. Et il faut se dire, je partage. Même si je commence dans ma vie professionnelle, je partage des choses qui m'ont été utiles. Et je pense que quand on est dans la famille giver, de ceux qui donnent, tu cherches pas l'approbation, tu cherches l'utilité du temps que tu vas consacrer. Et dans l'utilité, tu vas participer à créer une image professionnelle. Et puis du coup, comme tu partages avec des gens, tu te sens aussi un peu plus à l'aise d'aller dire, tiens, dans le cadre de ma recherche professionnelle, j'aimerais savoir à quoi ressemble ton quotidien. Si c'est OK, si tu as 8 minutes pour moi, c'est top. Si tu n'as pas, je te souhaite le meilleur. C'est-à-dire aussi désacraliser. Si tu me dis non, je ne vais pas trouver que tu es quelqu'un de pas bien, je ne te connais pas. Et puis voilà. Donc c'est d'accepter aussi que ça puisse être non et c'est OK. Mais comme toi, tu donnes aussi, tu n'as pas l'impression... Le problème, pourquoi les gens ne se sentent pas à l'aise, c'est qu'ils font leur vie. Puis d'un seul coup, ils vont sur LinkedIn. Il faut que je demande un truc. Donc oui, tu as l'impression d'être un arriviste, quoi. C'est pour ça qu'il faut, sans être excessif, être tous les jours sur les plateformes, c'est aussi, toi, tu partageais. Alors même si c'était pas la même personne, tu te sens pas pareil, je pense. C'est vrai. Et accepter le non. Et accepter le non, ça. Et sans juger les autres, quoi. T'as pas le temps. Moi, j'ai découvert ça avec les réseaux. Il y a plein de gens à qui je réponds pas. C'est un truc, ça, mais c'était pour moi quelque chose... anti-professionnel, c'était vraiment le pire que je puisse faire, et c'est un sport quotidien, je n'y arrive plus, et les gens, tu sens que les gens tout de suite vont juger ça, comme moi je jugeais avant, c'est-à-dire, voilà, et puis non, il y a des fois on n'y arrive juste pas, et... Faire de son mieux, que peut-on vraiment exiger de plus que cela ? C'est ça. Et il faut pas se dire, on m'a dit non parce que je suis pas crédible, parce que je suis nulle. J'ai eu la chance avec Brut pendant 1 an et demi. Ils m'ont donné la possibilité de faire un live sur le travail. Ouais. Et c'était top. Et du coup, sur certains sujets, j'allais chercher des auteurs de livres que j'avais appréciés en France. Et je me suis pris que des bites. Des noms ? Des rejets ? Alors, des noms où on me répond pas, ou des noms où... ouais. J'ai été très surprise parce que... pas très surprise dans le fait qu'on me dise pas, voilà. Mais l'ambiance de la réponse n'était pas cool. Voilà, c'était vraiment... voilà. Après, je me suis dit, oui, mais tu pars dans des interprétations, et on part dans des interprétations. Donc moi, là, je suis en train de te dire, fais ci, fais ça, mais moi, ça m'arrive aussi. Puis au bout d'un moment, je dis, tu lâches, là. Tu les connais pas, ils sont pas de ta famille. Je sais que j'ai pas les codes dans les pays dans lesquels je vis. Moi, les gens, ils se parlent comme ça, directement, et puis ils se rendent compte assez facilement. Tu peux demander, moi, sur chaque marché du travail où je suis arrivée, dans un pays, j'ai contacté des gens comme ça. Pourtant, je suis timide, et puis les gens te répondent très facilement. C'est pas mal vu. Tu arrives dans un pays, ils comprennent et tout ça. Donc moi, j'y suis allée aussi comme ça. Donc je peux comprendre qu'on n'ait pas les codes, et c'est vrai que parfois les gens répondent pas parce qu'on n'a pas les codes. Moi, ça m'arrive de recevoir des trucs, je vous vois sur les réseaux, on a tout pareil, on pourrait tellement faire des choses ensemble. Je sais pas quoi répondre, je
Tu t'en reçois toute la journée, ça peut être ta soeur, ta cousine, on serait super copines. Mais j'en doute pas, mais je sais pas quoi dire. Et puis je m'en sors déjà pas dans mon travail. Donc c'est pas que en répondant pas, c'est pas que tu méprises, c'est que moi je sais pas trop quoi dire. Ouais, mais il y a un des 4 accords Toltec, je crois, de mémoire, c'est de pas faire de suppositions. Mais ça. Et ça, c'est vrai qu'il faut vraiment se le rappeler. Et quoi. ça vient It's vite, not about you, quoi. Et ben voilà. Et c'est pas, tu peux un peu te sortir de l'histoire. Et je trouve que c'est un exercice sain de le faire régulièrement, de s'obliger à demander. Dans le bilan professionnel, là, dans le groupe, j'ai des groupes, et je leur dis au tout début, notamment pour ceux qui ont du mal à demander, ils doivent toutes les semaines faire une mission autour de ça. Et parfois, c'est aller demander du sel aux voisins à qui ils n'ont jamais parlé. Mais pour des gens, c'est 3 semaines de réflexion. Moi, par exemple, on m'apporte un plat au restaurant, c'est pas le mien, je dis rien. C'est vrai ouais, je travaille dessus. Ah ouais. Bon, puis j'aime tout aussi, mais parce que je me dis, oh, le serveur, le pauvre, tout ça. Donc, on a tous des choses comme ça où on suppose, on se raconte une histoire, et ça vient tout de suite. C'est pour ça que je dis, ce n'est facile pour personne, mais il faut pas y mettre de la performance. Quand tu demandes à quelqu'un, j'ai envie de te connaître et de savoir ton parcours. T'as pas besoin de l'aimer, son parcours, t'as pas besoin de le trouver sympathique, t'as juste besoin de partager. Et l'idée, c'est que les gens aussi, parfois, ça leur fait du bien de parler à quelqu'un où il n'y a pas un enjeu, de leur parcours aussi. Moi, je pense pas que ça soit que du temps qu'ils prennent gratuitement pour quelqu'un. Je pense que parfois, de devoir dire les choses à quelqu'un que tu ne connais pas, en fait, ça te remet les idées en place. C'est prendre du recul aussi. Exactement. C'est faire un bilan que peut-être tu fais pas parce que t'as la tête dans le guidon. Sans être dans la performance. Ouais. T'es pas là pour waouh, t'es là, tu dis les choses simplement. Et ça, on oublie. On a peu d'occasion de le faire. Avant d'arriver dans la partie où là, on a le job et comment on peut ensuite s'élever dans sa carrière, juste un petit mot sur l'entretien. Est-ce que tu as des do et don't, tu vois Quelle est un peu l'attitude qui peut-être a le plus fait ses preuves et quels sont à l'inverse les comportements qu'il faut éviter? Alors, encore une fois, si c'est un job que tu veux vraiment, et puis pour ton confort, dans l'entretien, je pense qu'il ne faut pas partir du principe que c'est le recruteur qui mène l'entretien. Il le mène, puisqu'il a des choses à vérifier, il a des choses à apprécier, à évaluer. Donc lui, il a une feuille de route. Mais la qualité d'un entretien, c'est la responsabilité des deux. Donc si tu trouves, par exemple, que le recruteur te pose des questions pas très intéressantes, enfin, je veux dire pas très intéressantes, qui te stimule pas. Qui te stimule pas, et la conversation, elle est un peu... C'est aussi à toi de prendre ça en charge. C'est pas, ce recruteur, vraiment, si tu as envie d'avoir un entretien un peu plus intéressant, vas-y. Et je trouve que l'astuce que je partage tout le temps, c'est le début de l'entretien, quand on te demande de te présenter. Je pense que c'est très important d'utiliser ce temps de parole, de freestyle, c'est ton moment un peu à toi. Et après, dans l'entretien, tu auras toujours des questions où on attend une réponse. Là, c'est ton moment où on te donne le bâton de parole. Et c'est un exercice de style qui doit te ressembler. Pas comme moi j'ai fait aujourd'hui. Enfin, ça me ressemble, mais c'est un truc que j'aime pas faire. Bon, personne n'aime faire ça. Mais en entretien, tu le prépares, c'est le seul truc que tu prépares, et c'est pas le même pour tout le monde. Et moi, je conseille, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je résous comme problème. Après, le présent. Après, le passé, la grande image du passé. Combien de types de jobs j'ai fait, dans quel domaine, combien d'années d'expérience, combien de géographie, combien de secteurs d'activité. On décrit un petit peu l'ensemble. Et puis après, les grandes réalisations, 2-3 en lien avec le poste. Donc ça, c'est le passé, rapidement. Après, on revient sur le présent. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que ce poste m'intéresse pour 2 raisons. Et on parle de pourquoi on part. C'est-à-dire qu'en une présentation qui va faire 1 minute et demie, on a déjà résolu 3 problèmes. C'est des sujets sur lesquels le recruteur aura besoin peut-être de revenir. Mais on a pris l'initiative de dire, ou des trous dans le CV, on en parle. Ouais, on coupe l'air sous le pied un peu. Ça change tout, parce que ça veut dire, je comprends d'être à ta place, tu te poses des questions, je te donne des éléments de réponse, et moi, j'ai envie d'apprendre des choses sur le poste, mais j'ai aussi envie que toi, tu aies les éléments pour prendre ta décision. Donc, j'ai de l'empathie. Je parle toujours de l'empathie pour le recruteur, et bien sûr qu'il faut de l'empathie pour le candidat, c'est dans les 2 sens, mais finalement, c'est assez similaire, ce dont les 2 ont besoin, et il ne faut pas rester trop en position passive. Si toi, il y a quelque chose qui te travaille, tu le poses dès le début d'entretien. Tu donnes, toi, ta version. Et du coup, on a tous les éléments. Voilà un peu, l'entretien va tourner autour de ça. Tu sais pas encore le niveau de détail que veut ton interlocuteur, ça peut être très variable. Et lui, il va piocher là-dedans et il va faire ses questions. Et pour moi, c'est une façon déjà de donner le ton, de parler avec une certaine liberté. Et après, on va trouver un compromis entre le style du recruteur et le tien. Mais au moins au début, tu as dit un peu
ce que tu fais, mais aussi qui tu es. Hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est une dynamique qui est double, quoi. Je crois plus tellement au fait que c'est le recruteur qui impose finalement sa vision au candidat et que le candidat doit dire amen à tout. Enfin, et on le voit d'ailleurs, je trouve, de plus en plus, où les candidats challenge en fait, qu'est-ce que cette entreprise pourrait m'apporter. Et c'est bien qu'il y ait cette forme d'empouvoirment aussi. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui partent en période d'essai. Donc, ça a une augmentation. Donc, je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde de prendre une décision éclairée. Et c'est pour ça que ça peut ne pas plaire, mais je pense que c'est important aussi on dit oui, ça marche pas, les candidats mentent, mais les employeurs aussi mentent. Alors, oui, mais on peut pas tout dire. C'est comme une date. Moi, je pense que voilà, aujourd'hui, de toute façon, on embauche des gens pour résoudre des problèmes. Donc, on ne va pas dire que tout roule, sinon ils vont s'ennuyer. Donc, c'est de dire, tiens, aujourd'hui, tu vas rejoindre une équipe. Il y a une partie de l'équipe qui s'entend bien, une autre partie, c'est un peu plus compliqué. On est dans cette phase-là en ce moment. J'ai l'impression que tu as besoin d'une certaine autonomie dans ton travail. Je tiens quand même à te dire que le manager, il est super bon dans son domaine. Parfois, c'est pas un grand communicant. Et parfois, il va poser beaucoup de questions sur ce que tu es en train de faire. Donc, je te conseille, ou je vous conseille, déjà quand vous allez le rencontrer, de parler de ça, de comment vous êtes différents et de comment vous allez communiquer ensemble. Je pense qu'il faut dire un peu les choses. Ou tu es le 5e candidat, ce poste, il y a une malédiction, on n'arrive pas à garder les gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment travailler ensemble pour que tu te plaises dans ce poste. On n'a pas su les 4 dernières fois. Alors, t'en as que ça va faire fuir, puis t'en as d'autres qui vont apprécier cette authenticité. Moi, c'est juste le travail. Le travail, c'est comme ça. Donc, pourquoi on ne dit pas les choses parfois en entretien ? Ça aide, je pense que ça aide aussi à voir qui tu as en face. Je suis donc prise dans cette boîte fictive. Quelle est aujourd'hui, pour toi, les idées préconçues qu'on a encore par rapport à la carrière et que tu aurais envie de déconstruire aux personnes qui nous écoutent ? Alors, une des plus grandes idées préconçues, mais là c'est bien, on commence à en parler, c'est qu'il n'y ait qu'une façon de faire carrière, que de changer, c'est être instable, voilà, tous ces discours-là, que pour réussir sa carrière, il faut forcément encadrer des gens. Donc toutes ces idées autour d'un chemin unique, moi j'utilise beaucoup la métaphore de la girafe. Peut-être qu'elle commence à parler à quelques personnes. Moi, j'aime bien les métaphores, mais je parle toujours de la carrière girafe. Moi, j'ai grandi dans la carrière girafe, qui m'a jamais vraiment excitée. La carrière girafe, le principe, c'est que tu dois toujours tendre le cou. Tu dois chercher un bon arbre au début de ta vie qui va te nourrir de tous ces fruits dans ta carrière. Donc, on te disait beaucoup, choisis un bon employeur qui va te former, qui va te faire évoluer. Là, on choisit, pendant longtemps, une girafe a choisi son arbre. Et après, on lui disait, plus tu vas pouvoir accéder en haut de l'arbre, plus tu vas pouvoir choisir des fruits qui ont un goût encore plus fin, encore plus subtil. Donc, il y avait cette idée que... plus t'allais monter, plus t'allais être heureux, épanoui professionnellement. C'était un peu cette image-là, je trouve, même à l'école, qu'on nous donnait. Et puis, si t'étais pas très intéressé par tendre le cou pour qu'on te voit bien, fallait te contenter des fruits en dessous, et puis voilà, quoi. Mais il n'y avait pas... t'as le droit d'aller voir l'arbre à côté, t'as le droit de pas aimer les fruits, t'as le droit de... Il n'y avait pas cette notion-là que le jardin, il est plus grand. Et donc, moi, les autres modèles, c'est ce que j'appelle la carrière abeille. C'est parce que l'abeille, tous les matins, elle se lève et elle veut faire du miel, donc elle va chercher, mais elle ne sait jamais où elle va trouver. Elle va trouver le pollen et tout ça pour pouvoir revenir à la ruche. Donc elle visite, il n'y en a pas aujourd'hui. Alors elles vont ailleurs, et puis parfois même en visitant des fleurs, elles vont contribuer à la pollination, comment on dit en français ? Pollinisation, ouais. Tu vois le mot ? Faire du pollen. Sorry. Voilà, pollination. Donc elles ont du pollen sur elles, donc parfois elles vont, ça va venir sur l'autre fleur, puis ça va faire d'autres fleurs, des fruits, pardon. Et donc c'est comme le transfert de compétences. Même quand tu passes en intérim, tu apprends des choses, tu transfères. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul arbre qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Et c'est pas parce que les entreprises sont radines ou ne s'intéressent pas à l'humain. Elles se portent quand même mieux quand les gens sont heureux de travailler chez elles. C'est juste que l'entreprise, elle peut pas te donner ça. Elle n'a pas toujours les postes disponibles ou le besoin de ces postes-là. Et elle n'a pas non plus toujours besoin d'une très, très, très grande expertise. Elle peut en avoir besoin 30% de l'année, mais pas toute l'année. Donc, ça veut dire que le reste du temps, on va te donner d'autres tâches qu'il y a à faire, mais qui sont peut-être moins adaptées à toi. Donc, l'idée d'accepter que la responsabilité de ta carrière, c'est toi qui la portes
Et c'est pas l'arbre où tu attends tout. Ça, c'est pour moi le premier grand schéma à déconstruire. Il faut pas en avoir peur. Au contraire, faut s'en réjouir parce que je pense que c'est beaucoup plus aligné avec nos besoins aussi de combiner vie perso et vie professionnelle. Il y a des moments dans ta vie où tu as envie d'être à fond. Des moments où tu as envie de travailler un petit peu moins, des moments où tu as envie de travailler sur des tâches plus créatives, ou des moments où tu as envie de tous les jours de pas te poser des questions et de t'éclater avec tes collègues. Il y a des phases. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont plus à phase que d'autres, mais même si tu aimes ton travail, il y a des moments où dans ta vie perso, il se passe aussi des choses où tu as d'autres priorités. Mais tu as toujours envie de bien faire ton travail, mais tu veux l'organiser autrement. Et bien là, c'est aussi avoir la main là-dessus. Et donc la carrière abeille, ça va être plein d'arbres, plein de chemins. À la fin, l'idée, c'est que tout le monde ait un miel qui lui suffise et avec lequel il se régale. J'adore cette métaphore. Mais je sais pas, elle te parle. Ah non, mais elle me parle totalement. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, en fait, c'est aussi le problème de la comparaison qui, je trouve, est assez terrible. C'est tellement facile de voir ce qui va pas dans notre vie et de regarder ensuite les réseaux et de voir la vie parfaite qu'ont l'air d'avoir les autres. Et en fait, ce qui est assez terrible, et je trouve que c'est vrai que c'est assez le cas sur LinkedIn, c'est que, en fait, t'es vraiment là pour donner la meilleure image de toi. Tu le vois comme ça, toi? Ah, moi, enfin, en tout cas, quand je regarde mon fil LinkedIn... Ah, mais c'est une catastrophe. C'est que les gens qui se... Alors ça, je sais plus ce que c'est l'expression, mais qui se tartinent, tu vois. C'est LinkedIn France, je suis désolée. Biscotte, hein. C'est un peu années 90. Je suis un peu dure. Comme on a très peur d'y aller, ceux qui y vont, et je pense que c'est parce que maintenant, la plateforme explose, mais ailleurs, c'est vraiment une plateforme d'échange. C'est pas pour se mettre avec son diplôme. Pas du tout. Okay. Ça, c'était plutôt dans les années 90, dans les pays anglo-saxons. Et là, je suis pas en train de dire qu'on est en retard. Je suis en train de dire qu'avant LinkedIn, c'était pas utilisé de la même façon en France. Et là, il se trouve que maintenant, il y a de l'influence, il y a tout ça sur LinkedIn. Et tu as soit les entrepreneurs qui travaillent une demi-heure par jour et qui ont des millions, soit les vieux qui parlent des jeunes, ils font rien, ils veulent pas. Enfin, c'est très clivant, très binaire, très de la mauvaise information en fait. C'est tout ce qu'on n'aime pas du monde du travail. Et il y a une mise en scène. Une mise en scène comme au début d'Insta, quoi. Bon, moi, je me dis, je les laisse. Ça va leur passer. Et parce que je sais la richesse de la plateforme derrière. C'est-à-dire, tu peux rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. On le sait, ça, mais tu es à 6-7 relations max de n'importe qui dans le monde. C'est quand même dingue, ça. Tu peux être de chez toi, t'as pas besoin d'avoir fait telle école, tu peux peut-être parler à quelqu'un et lui demander de partager quelque chose avec toi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut voir ça et qu'il faut rester soi-même. Bon, c'est marrant parce que la comparaison, je le conçois. Hein. Moi, je suis plus vieille, donc j'ai pas souffert de la même façon que vous, votre génération, tout ça. Par contre... Et ça, c'est peut-être, je me trompe, hein, donc je partage avec toi. Moi, les réseaux, c'était professionnel, mais je ne mettais rien. Moi, dans mon travail, c'était la discrétion. Comme je fais beaucoup de coaching, de dirigeants, au contraire, c'est... Voilà. Par contre, tu dois savoir comment ça marche, comme tu conseilles des entrepreneurs. Donc, j'ai toujours eu des comptes, mais rien, je mettais rien. Et ça m'allait très bien. Par contre, j'ai toujours consommé des réseaux sociaux. Et cette mise en scène m'a toujours extrêmement dérangée. J'ai trouvé que c'était très néfaste sur la santé mentale. Et je dirais qu'à ma génération, comme il y a moins d'éducation sur les réseaux sociaux, le recul par rapport à l'image, les ados de 13 ans pourraient donner des cours aux femmes de mon âge, quoi. Elles prennent tout, hein, je suis un peu dure, mais... Premier degré, tu veux dire les dommages sur la génération par rapport au corps, tout ça. En fait, je pense que notre génération, on est quand même vraiment victime de ça. Oui. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'on... Enfin, encore une fois, nos désirs sont définis par ce que l'on voit et par ce que l'on nous montre. Tu trouves ? Ah oui. Pour moi, le désirable est défini par ce que l'on voit et ce que l'on nous montre. Tu l'as pas vu, ce film Les Jones, là ? Non. Alors, ce n'est pas un chef-d'œuvre en termes de cinématographique, mais alors l'histoire m'a tuée, moi. C'est une famille qui arrive dans un quartier un peu riche américain. C'est une fausse famille, en fait. On apprend ça après. Donc, no spoil. Non, mais parce que vous n'allez pas le voir, parce que mais c'est juste pour expliquer. En fait, elle arrive, elle s'installe. Il y a des ados, voilà. Donc chacun va mener sa vie. Et en fait, ils intègrent tous les jours des produits. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est sponsorisé par des marques qui leur demandent avec des courbes. C'est tous des vendeurs, en fait. Et les gens ne savent pas. Ils arrivent et c'est les voisins que tout le monde jalouse. Ils invitent pour dire chacun apporte le cake aux États-Unis, voilà. Et donc, ça c'est rien, c'est un petit cake que j'achète.
Et après, derrière, elles rentrent toutes chez elles, elles achètent. Donc, les hommes comme les femmes sont sous le charme de cette famille, et dès qu'ils rentrent, ils achètent. Et donc, en fait, tout est monitoré, on voit les ventes et l'impact dans le quartier, et puis ça va aller très très loin, jusqu'à assassinat, enfin, ça va rendre les gens fous, les voisins font s'endetter. Donc c'est une satire du capitalisme. Oui, mais c'était il y a très longtemps, ce film, ça doit être dans les années 90, on n'en parlait pas du tout. Et donc moi, j'ai vu ce film par hasard, je ne savais pas le sujet, et donc au début, je ne l'ai pas vu venir. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Parce que c'est des gens qui avaient quand même des choses. C'était pas un quartier, tu vois, où... et le mimétisme, effectivement, tu vois, c'est pas... Je pense que c'est ça que je voulais te dire. C'est vrai, c'est vrai, je le vois même pour ma génération, que les réseaux sociaux ont un impact sur la comparaison. Mais pour moi, elle a quand même toujours été un peu là. Y compris pour ma génération, et c'était sur la voiture. Oui, c'est sûr, les médias de manière générale. Parce qu'encore une fois, les désirs sont définis par ce que l'on nous montre. Donc avant, c'était les médias traditionnels, c'était la télé, c'était les journaux. C'est juste qu'aujourd'hui, ça s'est transféré, on va dire, sur les réseaux sociaux. Mais si tu passes plus de temps à aller voir de la diversité, c'est-à-dire dans ton quotidien, casser un peu la routine, aller à des endroits où tu n'as jamais été, faire des premières fois régulièrement, rencontrer des nouvelles personnes, je trouve que ça aide à se détacher de ça. C'est vrai, ça implique de passer moins de temps sur les écrans. Je pense que tu peux faire les deux, je pense. Oui, mais enfin, choisir, c'est renoncer. Donc le temps que je passe à aller faire choisir, du skate pour la première renoncer, fois... Moi, c'est le temps est limité, on a 24 heures dans une journée quand même. Il y a plein de choses à faire. Non, mais choisir, pour moi, c'est pas renoncer. Parfois, c'est juste... c'est pas le moment pour l'autre option. Quelqu'un m'a dit récemment, je pense que c'était un invité du podcast, et je sais plus qui, choisir, c'est s'affirmer. Exactement. Et j'ai trouvé ça vachement plus fort, c'est vrai. Moi, je préfère ça, parce que je trouve que choisir, c'est s'affirmer sur le moment. Mon désir, mon besoin est plus là tout de suite. Et c'est pas le calcul de ce que ça pourrait me rapporter dans 5 ans. C'est pour ça que les gens vivent toujours le choix comme un rituel de passage. Il faut désacraliser, on fait des choix toute la journée. Je sais pas s'il y avait aussi quelques années, on avait vu ça, un monsieur français qui était avocat pour des gens riches, qui adorait son boulot, et tous les matins, il descendait. Il y a un lien avec le choix. Mais t'inquiète, parce que je pars dans tous les sens. T'as le droit de partir dans tous les sens. En bas de chez lui, il y avait une grand-mère, il comprenait pas sa langue, qui faisait la manche. Et elle obtenait pas beaucoup de pièces. Il rentrait le soir, elle était encore là, elle avait pas beaucoup de pièces. Et ça, le matin et soir, il la voyait, ça lui renvoyait sa grand-mère. Enfin, il n'était pas très à l'aise avec ça. Et puis, un jour, il lui donnait de l'argent tous les jours, mais ça ne changeait pas grand-chose. Un jour, il est descendu et il lui a donné un carton. Il lui a écrit quelque chose de plus inspirant. Et s'il vous plaît, ou je ne sais pas ce qu'il avait marqué, c'était très simple. Et le soir, il est rentré, elle avait beaucoup d'argent. Enfin, donc elle était toute contente, et donc elle lui faisait signe qu'elle voulait d'autres panneaux comme ça. Et donc, il a commencé à écrire des panneaux pour cette dame en bas de chez lui, tous les jours ou tous les 2 jours, je ne sais pas, mais c'est devenu quelque chose comme d'institué entre eux. Mais seulement, ça marchait tellement bien que d'autres SDF sont venus demander. Donc, il a commencé à en écrire pour plus de gens. Et puis, à un moment, ça a pris tellement de place dans sa vie que ça lui donnait il avait choisi son métier, mais il avait moins de plaisir après aller faire sa journée. Donc, il a décidé de prendre un arrêt 6-8 mois. Donc, il a démissionné. Et il s'est dit, je vais écrire des pancartes toute la journée. Donc, il avait une pièce dédiée et il a écrit des pancartes qu'il donnait au SDF. Et puis, finalement, il a changé de vie. Il est devenu scénariste pour film. C'est une histoire vraie ? Mais oui, ça que j'avais vu au journal de France 2. D'ailleurs, c'est un monsieur que j'ai essayé de contacter pour qu'il vienne parler sur Brut. Ouais. Et donc, cette histoire-là, je l'ai vue il y a très longtemps. Et je me suis dit, là, il y a tout. Là. Il y a les changements de carrière que je vois ou les gens qui vivent autre chose. C'est exactement ça. Ils n'étaient pas malheureux dans ce qu'ils faisaient. C'est que d'un seul coup, ils font quelque chose, une rencontre, ils font quelque chose sans s'en rendre compte. Est-ce qu'avant, il était expert en écriture de panneaux ? Non. Tu vois, ça existe. Est-ce que ça existe, ce métier ? Non. Il ne se pose pas toutes ces questions puisqu'il a son travail. Et puis d'un seul coup, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Il se dit, je vais le vivre. Tu vois, il a écouté. Est-ce qu'il a choisi ou il a renoncé à son travail ? Tu vois, toutes ces questions-là qui bloquent la réflexion, il ne se les a pas posées, et il a été, puis ça l'a amené vers un autre métier. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ouais. Mais c'est ça, en fait. C'est très inspirant pour te challenger, et
ça va être lié à une réflexion que j'ai par rapport à l'ambition. C'est que j'ai l'impression que l'ambition est conditionnelle d'une réussite. C'est-à-dire qu'on admire les gens ambitieux quand ils réussissent, mais par contre, le jour où ça marche pas comme ils voudraient, ou tu vois, une boîte plante, etc., il y a une forme de, tu vois, on va dire d'illégitimité de l'ambition, et qui peut être à la fois perçue et ressentie. Donc si on prend cet homme, imagine, personne ne veut lui acheter ses scénarios. Alors, c'est qu'on lui a demandé. Hein. Oui, non, mais je sais, mais tu vois. bien sûr, mais je vois ce que tu veux imagine, dire. il fait sa reconversion, il devient, voilà, il écrit scénario et finalement, ça ne marche pas, il n'a pas le marché qu'il espérait. Comment rebondir et surtout retrouver son ambition après un échec ? Je trouve ça très dur parce qu'en fait, c'est facile d'être ambitieux la première fois, tu vois. C'est facile d'être ambitieux quand rien n'a été fait. Ah, moi, je vais monter tel projet, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, c'est pas de l'ambition. Hein. Pour moi, c'est pas de l'ambition. La vraie ambition, c'est quand tu t'es pris le pied dans le tapis. L'ambition avant, c'est du blabla. C'est de la conformité. L'ambition, c'est de l'envie, avant tout. Non, l'ambition, c'est de la conformité, un système où tu imagines la réussite avec une reconnaissance. C'est de la recherche de reconnaissance. Là, ce que tu m'as décrit au début, pour moi, c'est très carrière girafe. C'est pas un jugement. Hein. Ce que je veux dire, c'est dans un cadre où on avait comme une lecture de qu'est-ce qu'est une réussite. Oui, mais on l'a tous plus ou moins. C'est-à-dire que tu vois. Non, Louise, non. Moi, j'ai pas ça. T'as pas de vision de la réussite. Mais elle varie tout le temps. Et la réussite, c'est d'abord que moi, je sois contente. Ben oui, mais ça, c'en est une. C'est une vision de la réussite. Oui, mais la réussite, c'est pas que les autres soient d'accord. C'est pas ça, pour moi, la réussite. Et donc, dans d'autres environnements, un entrepreneur est considéré entrepreneur quand il s'est déjà pris le pied dans le tapis. Pas parce qu'il a monté une boîte. L'ambition, pour moi, elle est là quand, justement, les choses se passent pas exactement comme prévu, quand tu es dans la réalité. Pas quand tu es dans l'optimisme désinformé. Cette phase où t'es ambitieux, donc tu as une énergie, tout ça. Ça, c'est pas de l'ambition, c'est l'envie de passer à l'action. Et c'est déjà super bien. Mais l'ambition, tu la vois quand quelqu'un commence à voir la réalité, où il y a des moments, il y a des choses qui marchent pas. C'est là que tu vois vraiment l'ambition chez les gens, je trouve. Et l'ambition, c'est le fait d'oser de faire des premières fois. Donc une première fois, elle n'est jamais parfaite, elle n'est jamais au top de la réussite. Mais c'est parce que, je pense, il y a ce côté, la reconversion, il y a une reconversion, et c'est un moment charnière. Lui, il n'a pas vu ça comme une reconversion. Il ne s'est pas dit que j'allais être... Je parle à sa place, le pauvre. Ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. Excusez-moi si vous regardez, ou je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que le sujet, ce n'est pas « je vais devenir scénariste ». Moi, je le vois comme des activités. C'est l'abeille. Ce jour-là, elle a été sur cette fleur-là. Mais elle n'a pas dit qu'elle irait pas voir l'autre fleur. Tu vois, moi, j'ai mon travail. Il y a les réseaux sociaux. On me dit, tu veux pas écrire un livre? T'écris un livre. J'ai jamais rêvé d'être écrivain. Tu fais un livre. Est-ce que t'es écrivain? Bah non, je suis pas écrivain. J'ai fait un livre. Je me pose pas ces questions-là. Après, je fais autre chose. Tu vois, c'est de penser en titre. C'est une activité que tu essayes. Sauf que dans un travail classique, les gens ils vont te dire « Oh, je suis contente, j'ai eu un nouveau projet dans mon travail, j'ai fait ça, j'avais jamais fait, je sais pas, on a travaillé avec l'IA, tout ça. » C'est comme un nouveau travail finalement, un nouveau... Sauf dans le cadre d'un CDI, on va dire « Ah super, t'as un nouveau projet, ah bah finalement il s'est arrêté, il a pas marché. » Les gens ils vont faire « Ah dommage, t'étais contente, oui mais je regrette pas. » Tu vois, j'étais contente qu'on m'ait considérée pour ce projet. Bah, quand t'es à ton compte, t'essayes des choses, et puis il y a des fois, ça s'arrête. Pourquoi ça serait si différent, tu vois ? Parce qu'il y a peut-être quelque chose que t'as pas vu ou que t'as pas fait. Oui, bon, bah, t'as appris, tu passes à autre chose. Moi, je pense que l'ambition, c'est faire les choses pour soi. Accepter de se lancer dans des projets comme ça, où tu peux te prendre le pied dans le tapis, c'est accepter aussi que dans ton apprentissage, si tu ne prends pas le pied dans le tapis, tu n'iras pas très loin. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. C'est Oprah Winfrey qui dit l'échec est un pas de plus vers le succès. Mais oui. Et en plus, c'est un peu, tu sais, quand il y a un mauvais buzz sur les réseaux, je sais pas quoi, des trucs là, où tu as l'impression que d'un seul coup, le monde s'arrête, complètement excessif, et 24 heures après, il y en a un autre. Et les gens, ils sont passés à autre chose. Moi, ça me fait toujours rire, ça. Mais c'est pareil. De ce que je comprends de ta réponse, c'est qu'il faut finalement décorréler l'ego de l'ambition. Parce que tu vois, moi je pense à des entrepreneurs que je connais, tu vois. Dis-moi. Après le Covid, il y a quand même eu pas mal de boîtes qui se sont plantées. Et du coup, pour beaucoup, c'est une énorme remise en question personnelle.
et finalement une perte de confiance en soi qui rend difficile le fait de retrouver l'ambition d'antan. Ça les a coupés dans leur envie de refaire. Ils ont été déçus. Ouais, ils ont été déçus. Oui, mais là, tu vois, s'ils avaient un peu de diversité autour d'eux, avec des gens peut-être qui c'est déjà arrivé, ils auraient peut-être pu en parler. Le confinement, le Covid, moi, chez moi, je vis aux Émirats. Depuis 15 ans, les gens ont perdu même leur salaire du jour au lendemain. Ils ont perdu leur boulot. Et ils n'ont rien eu ou ils ont perdu leur boîte. Mais on est bien d'accord que c'est accepté quelque part, qu'on ne maîtrise pas tout. De toute façon, on ne maîtrise pas tout. Et pour moi, c'était juste un rappel que tu peux faire la meilleure des boîtes, intéresser, avoir des gens qui achètent tes produits ou tes services. Tu peux être un super professionnel. Tu peux être un super patron. On ne contrôle pas tout. Et c'est aussi ça qui t'excite dans l'entreprise entrepreneuriale. Tu sais, j'adore ce bouquin c'est Adam Grant, de Rethink. Ah oui. Moi, ça a changé. Rethink Organization. En fait, oui, ça c'est le fait que, en fait, ce qui fait du mal, c'est à notre monde un petit peu, monde professionnel ou monde perso, c'est qu'on veut très vite avoir des idées très claires ou des choix, voilà, faits. Et finalement, ce qui fait plus de mal, c'est pas ce qu'on sait pas ou pas ce qu'on a encore pas choisi, c'est de pas accepter de réfléchir à des choses qu'on avait déjà analysées, où on pensait avoir trouvé la solution, tu vois. C'est vraiment ça. Et je trouve qu'avec le confinement, leur boîte, elle marchait bien, ils étaient contents. D'un seul coup, voilà, c'est injuste, tout s'est éteint. Et il faut retrouver l'énergie, alors que c'est comme si on t'avait des gens il y a une tempête, ils perdent leur maison. C'est des choses où il y a une injustice, et puis t'as pas démérité, donc c'est dur. Mais c'est aussi réaliser que tout n'est pas entre tes mains, et que quelque part, c'est aussi ça qui fait... Est-ce que ça va encore m'amuser ? C'est plutôt ça la question. De savoir que je maîtrise pas tout. L'entrepreneuriat, c'est pas tout maîtriser, c'est tout décider, mais c'est pas tout maîtriser. C'est pas pareil. Et toi, ton bonheur, ton bonheur, ton épanouissement, ta satisfaction, tu la tires d'où ? De tout décider de tout ou maîtriser. de tout contrôler. Et finalement, les gens qui vont rester plus dans le salariat, c'est des gens qui ont besoin de se sentir un petit peu dans... je sais ce qui peut m'arriver de mal, je sais ce qui peut m'arriver de bien. Quelles sont les compétences, à tes yeux, les plus essentielles si on souhaite évoluer assez rapidement dans une boîte ? Si on a de l'ambition, justement, pour sa carrière ? Alors, dans une boîte classique, dans une boîte classique, déjà, c'est d'oser faire des choses que tu aimes moins parfois dans la prise de parole, par exemple. La prise de parole, ou donner son opinion, ou participer à des réunions où tu n'es pas directement impliqué, ou donner un peu un avis sur quelque chose, mais pour faire avancer. C'est de temps en temps prendre des risques pour exprimer son potentiel. C'est-à-dire, et pas toujours à vouloir à ce que ton travail soit visible d'un point de vue performance, j'ai atteint mes objectifs, tout ça. Plutôt se passer aussi un peu de temps sur son potentiel. Ouais. Mais potentiel, c'est pas être arrogant ou chercher à attirer la lumière à soi, c'est se tester. Par exemple, si tu fais une prise de parole alors que t'aimes pas trop ça, sans qui c'est qui aime ça vraiment, parler devant. Ah, il y en a. Moi, j'admire beaucoup. Il y en a qui aiment ça. Oui, tu peux tirer d'éloquence. Mais du début, ils aiment ça. Ah oui, mais il y en a. Ouais. Mais dans le monde du travail, c'est vraiment la contrainte souvent. Ouais, tu peux en avoir. On a peur du regard des autres. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que toute ta carrière va se jouer là. Et l'idée, c'est pas d'être le meilleur interlocuteur, le meilleur entertainer ou voilà. C'est vraiment de se dire, ça fait partie des jobs peut-être qui pourraient me permettre d'évoluer. Ça fait aussi partie de la description de poste. J'aime pas ça, mais est-ce que je peux quand même y trouver quelque chose ? Et ça m'a permis de rencontrer un tel. Ça m'a permis d'aller dans un autre pays, une autre filiale, ou je sais pas. Ça m'a permis d'aller sur d'autres projets. Et voilà. C'est que souvent, quand tu vas vers des tâches à haute visibilité, ça te permet de rencontrer d'autres interlocuteurs et puis peut-être de choisir mieux. Donc la compétence, c'est d'aller vers des compétences qui sont demandées, mais qui t'intéresse quand même un peu, ou tu as envie d'aller voir si ça t'intéresse. Ça, c'est la première chose, donc de rester curieux, et pas de rester tout le temps sur ce que tu sais très bien faire. Ça, c'est vraiment ce que je conseillerais. Ouais, le confort, finalement. Le confort, et puis, quand tu passes trop de temps à montrer aux gens que tu sais très bien faire quelque chose, les gens n'ont pas envie que tu bouges, parce que c'est aussi leur confort. C'est vrai. Et tu fais la carrière des autres. Et on n'apprend plus, et on grandit plus. Et à un bout d'un moment, on sait qu'au contraire, ta performance, ça va baisser au bout d'un moment. Tu parles pas mal sur tes réseaux de l'importance de la procrastination. Ouais. Ce qui m'interpelle,
Quel est ton point de vue par rapport à cela ? Pourquoi être surproductif peut être contre-productif ? Et qu'est-ce que tu conseillerais finalement pour optimiser sa productivité ? Tu vois, pour moi, c'est une question d'optimisation, pas une question de quantité, mais vraiment d'équilibre. Pour avoir du temps pour les choses importantes pour toi ? Non, en fait, ma réflexion, c'est plus... On entend des discours très opposés aujourd'hui par rapport à la productivité, tu vois. Ouais. C'est d'un côté... Enfin, tu vois, moi, je vais pas te mentir, j'adore la productivité, enfin, j'adore être productive. Je pense que je suis victime de ce système hyper productiviste. Donc, je vois pas trop pourquoi j'irais procrastiner. Mais d'un autre côté, j'entends au sens métaphorique du terme, je comprends les discours concernant l'importance de prendre le temps, de s'ennuyer, pour aérer son esprit. Donc voilà, je voulais un peu savoir, toi, ce que t'en pensais en tant qu'experte, tu vois, dans ce domaine, pour que les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu perdues aussi, essayent de trouver ce que ça signifie pour eux être productif et comment ils peuvent l'optimiser. Tout dépend de la situation, parce que bon, moi, je suis une grande procrastinatrice, hein, je vis avec. Parce que j'adore, on dirait une maladie, quoi. Je crois quand même, là, qu'est-ce que je fais là ? Là, c'est grave, j'ai plein de trucs, ça veut pas dire du tout... c'est la dernière, il fallait pas que je m'en rajoute encore, quoi. Qu'est-ce que je fais là ? Mais tu procrastines pas parce que t'es quand même... Ah non, mais tu n'as pas idée. C'est lourd. C'est pour les autres aussi, mon entourage. Mais j'ai pas donne-nous dormi un de la exemple. nuit. C'est toujours... Mais t'as pas idée. Donc tu repousses toujours ce que t'as à faire ? Mais je veux tout faire. Non, mais... Mais du coup, si tu veux tout faire, t'es hyper productif. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose au départ que tu décides. Il y a des natures, il y a des personnalités. Déjà, c'est qu'on déculpabilise ça. C'est clair. Dans le MBTI, qui était, alors après, on n'aime pas, mais il avait ce mérite-là d'avoir ajouté au modèle à la typologie des personnalités de Jung, Isabelle Myers et Catherine, elles ont rajouté cette notion de mode de vie et de rapport au temps entre le judging et le perceiving, le J et le P. Et moi, ça a changé, ça, quand j'ai fait le MBTI il y a très longtemps. Moi, je suis P. Mais t'es quoi alors, perceiving, alors en fait, j'explique les judging. Les 4 lettres. ENFP. Ok. Voilà. Bon. J'ai compris qu'il n'y avait pas que de la volonté ou du contrôle. Et ça m'a aidé à moins culpabiliser. Donc, en fait, les judging, c'est les gens qui tirent une satisfaction. Ce que tu as un peu exprimé, c'est-à-dire... À la fois, tu te sens victime de ce modèle-là, mais en même temps, tu tires une certaine satisfaction à avoir ton agenda bien organisé pour te permettre de faire des choses qui sont intéressantes pour toi, importantes, et puis en même temps, il y a les contraintes, mais ça te donne une satisfaction. Le perceiving type, alors donc le judging type, c'est les jugements, on appelle ça en français, c'est des gens qui vont prendre des décisions assez vite autour de l'agenda pour que ça soit bien organisé, pour être sûr de faire tout ce dont ils ont envie. Parce qu'il y a quand même des choses similaires. Le perceiving type, la perception, comme on dit, ce sont des personnes qui, naturellement, même si elles disent oui à des choses dans leur agenda, c'est jamais ce qui va se passer. Et c'est pas quelque chose qu'elles le font consciemment, c'est qu'elles veulent toujours rester... Ce qui est important pour elles, c'est de toujours prendre les choses qui pourraient se présenter au dernier moment. Et on ne va quand même pas renoncer parce qu'on avait dit dans l'agenda qu'il y avait ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont impolies, ces personnes-là, mais il y a c'est vital, quoi. Ouais. Par exemple, moi, je vis à l'étranger, il y a des gens que je ne vois pas souvent. Eh ben, je peux avoir quelque chose avec des gens que j'adore. Il y a quelqu'un qui me dit, je suis à l'aéroport, il est minuit, je viens d'arriver. Je vais aller voir cette personne que je peux voir tous les 10 ans. Ça va aller très vite. Et je me dis, c'est chouette de pouvoir faire ça. Enfin... Je me dis, c'est chouette, c'est marrant la vie, parce que, tu vois, moi j'aime bien, je suis pas très test, de manière générale, je suis assez sceptique de vouloir faire des modèles types sur les personnalités, mais je dois avouer que le MBTI, je trouve ça très pertinent, quoi. Chez toutes les personnes que j'ai rencontrées, moi-même je l'ai fait, une version poussée, et j'ai trouvé tellement. Ça. Et en fait, ça aide en effet vachement, je trouve, et donc moi je le fais faire à ma team, à comprendre le mode de fonctionnement des autres. Exactement. Parce que tu vois, j'avais vraiment, je pense, eu cette réflexion, et maintenant, de ce que tu me dis, je comprends qu'elle doit être P. Donc, Lucie Lebrun, je te cite, tu m'en voudras pas, qui est une copine. Et tu vois, moi, je suis J, moi, et du coup je lui dis souvent, enfin je lui disais souvent à l'époque, maintenant on arrive à s'accorder, mais t'es dispo, enfin il me dit on se voit quand, et je lui dis mardi prochain 18h ça marche pour toi, et elle me disait mais écoute je peux pas te dire tout de suite, ça dépend et tout, et moi je dis là mais comment ça dépend, enfin si t'as rien de prévu mardi 18h, tu ajoutes dans ton agenda café avec Louise mardi à 18h.
Et elle me disait, oui, mais non, je sais pas, il y a peut-être des trucs. Et en fait, moi, je le prenais personnellement. Je me disais, en fait, elle attend de savoir si elle a mieux. Tu vois ? Mais et c'est normal que tu le prennes comme ça. Et en fait, c'est comme, tu vois, pas du tout, parce que, comme tu dis très bien, c'est elle, juste son mode de fonctionnement. Oui, mais parce qu'elle a déjà dit à 3 autres personnes. Voilà, c'est ça. Tu sais, j'ai mon mardi après-midi. Moi, c'est. En fait. Elle a peur de s'engager et de ne pas pouvoir tenir la responsabilité. Parce que le P peut gérer ça. Le problème du P, c'est quand il fréquente beaucoup de J, il a son agenda qui est plein. Et en fait, moi, je passe mon temps à faire. Alors, je dois annuler. Et là, ça devient contre-productif. Ouais. Alors que ton P, tu le connais, donc ton perceiving, là, c'est plus élégant, tu l'assumes, et tu finis par te laisser un peu des marges, ou, tu vois, ou d'expliquer, ou de faire plus attention dans ta communication pour blesser personne. Mais quand tu fréquentes beaucoup de J par moment, c'est là que ça prend. Par exemple, moi, d'un seul coup, je dis, je me bloque du temps ou pour écrire, ou voilà. Et ça dégénère toujours, quoi. Il y a des urgences. Ah ouais, t'as pas un moment et tout. Écoute, si tu veux, appelle-moi n'importe quand, mardi après-midi. Et après, je me rends compte que j'ai dit ça à 15 personnes. Ouais. Et donc, les gens m'appellent et après, ils font, t'étais pas dispo, en fait. Et après, je me dis, mais j'ai dit qui, à quoi ? Enfin, le rapport au temps est très compliqué, quoi. Et parce que je veux pas blesser, parce que je veux pas, et que je me retrouve toujours dans des situations. Donc, c'était quoi ? Pourquoi on en avait parlé au départ ? Parce que je me demandais pourquoi tu procrastinais. La productivité. Ouais, et comment du coup tu arrives à... Est-ce que tu essaies de travailler sur ta productivité ? Alors, bien sûr que je travaille sur ma productivité. Et puis, tu sais, on explique bien dans les MBTI que ça ne veut pas dire que c'est des gens... Et c'est vrai, je ne suis jamais en retard. Aujourd'hui, c'est très rare. Et ça, c'est très grave chez moi. J'en étais malade. Tu n'as pas idée de la place que ça occupait. J'étais en mode drama queen. C'est pour ça que je te dis, le rapport au temps, il faut l'expliquer, c'est que tu as un projet à faire, il n'y a pas plus de gens qui sont en retard ou qui ne respectent pas les délais chez les J ou chez les P. Ça, on le sait. C'est une préférence naturelle, c'est dans un mode d'organisation. Donc moi, on me donne une tâche à faire et on a une date limite. Tu prends un J, tu prends un P, le J, il commence et il travaille régulièrement. Voilà, régulièrement. Et son objectif et son obsession, c'est de s'arrêter avant la date limite, parce qu'il sait que ce stress avant, là, c'est quelque chose qu'il veut à tout prix éviter, parce que c'est très désagréable pour lui ou pour elle. Le P, il adore être à côté d'un J, il fait, alors je m'y mets tout de suite, il commence, et alors là, je me mets des points et tout. Et alors, zéro créativité, zéro idée. Et je suis dans la souffrance. Et ça n'avance pas. Et c'est vraiment pas productif. Et je me dis, mais non, j'ai pas encore envie de vivre ce stress. Et je m'y mets avant. Tu prends le livre. Alors le livre, on peut en parler. Alors là, un livre écrit par une procrastinatrice, c'est quelque chose. Et ben, à la fin, la période où le J a voulu terminer avant, et ben là, j'ai toutes les idées j'y peux rien. C'est là que la créativité vient, c'est là que toutes les idées viennent, c'est là que des problèmes où je me disais comment je veux faire, je vois une solution. Et avant, j'étais là, dans le calme et tout, et je ne la vois pas. Et donc, c'est comme si tu comprends qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Moi, quand on me demande tel jour, bien sûr, j'ai envie de dire oui, puisqu'il n'y a rien dans mon agenda. Mais après, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui va se passer. Et après, j'ai appris, voilà. Moi, tu vois, ma fille, mes enfants, ils sont J. Les pauvres. Mais vraiment les pauvres. Hein. Moi, je suis très contente d'être J. Non, mais les pauvres, attends, c'est pas dans ce sens-là que je dis. C'est que les deux parents sont P. C'est ce que je te dis. Mais non, bien sûr que j'ai rien qu'on le fait qu'elle soit J. Je l'admire. Mais j'ai 2 enfants qui sont très J. Et ils ont vécu avec 2 parents qui sont... Alors faut pas dire très. On est conscient qu'on est. On n'est pas beaucoup, machin. On est conscient qu'on est comme ça. Et c'est très compliqué pour des enfants d'avoir des parents... qui, même Noël, c'est toujours un sujet. Elle me dit Noël, je fais, on ne sait pas, on est le 6, là. Je ne sais pas où je serai. Et ma fille, elle aime bien mes 2 enfants. À l'avance. Donc, c'est pour ça que je te dis, le pauvre, c'est dans ce sens-là, hein, qu'on ne se méprenne pas. Ouais, c'est marrant. Et voilà. Et donc, la procrastination, parfois, j'ai l'impression qu'on parle de la procrastination comme d'une compétence. Et ça me gêne beaucoup, parce que je pense qu'on a tous un rapport au temps et la procrastination qui est aussi un peu inné. Et après, tout le problème, c'est d'en avoir conscience ou pas. Voilà. La procrastination, c'est pas la capacité à rendre un projet en temps et en heure. C'est complètement différent. Et c'est ce qu'on retient aussi du modèle du MBTI entre le J et le P. Tu as des gens qui sont en retard ou qui se trompent ou qui n'arrivent pas à respecter les délais dans les 2 familles.
les 2 familles de préférence. Donc déjà, il faut comprendre ça pour assumer un peu notre rapport au temps. Moi, la procrastination, il y a un livre aussi de Adam Grant où il en parle. T'aimes bien Adam Grant, ouais, je sais pas, je suis dedans, j'ai des phases. Ouais. Je l'ai repris là. En fait, il explique que c'est pas uniquement une histoire de créativité pour les métiers créatifs. C'est comme on disait aux enfants, peut-être c'est un vieux modèle ça, c'est bien qu'ils s'ennuient un peu. En fait, il faut que les enfants apprennent à s'ennuyer, parce qu'en fait, c'est là qu'ils apprennent à se connaître. Enfin, moi, j'ai toujours compris comme ça, à être bien en étant tout seul avec eux-mêmes. Moi, la procrastination, j'ai toujours vu un peu comme ça. C'est ce moment où t'es hors cadre. D'un seul coup, il y a plein de règles, je vis dans une société, il y a plein de gens qui attendent des choses. Et moi, là, je suis un peu en apesanteur avec moi-même. Un inconfort réel. Et en même temps, est-ce que je suis pas en train de grossir des peurs, de perdre le contrôle sur certaines choses, de ce que pourraient penser les autres. Voilà. Donc, c'est un moment un peu où tu es un peu en l'air comme ça. Et moi, la procrastination, je me rends bien compte que les meilleures idées, que les choses qui m'apportent, finalement, je passe par la souffrance, à un moment donné, ça m'a permis il faut que je lui donne un sens à cette procrastination. Donc d'un seul coup, ça va me permettre de sortir quelque chose que j'aurais pas sorti si j'étais restée très bien dans mon agenda. Voilà. Alors, après, c'est très général ce que je dis, ça dépend des sujets. Mais j'ai un rapport à la procrastination très joyeux maintenant. Enfin non, je dis ça. Tu l'acceptes. Ça fait partie de moi. Ouais. Et il y a aussi des avantages. Et je pense qu'avec l'arrivée de l'IA, l'automatisation, tout ça, la procrastination, elle va prendre encore un autre sens. Et je pense qu'on en a besoin. Parce qu'on est trop dans ce modèle où je pense qu'on peut être efficace en procrastinant. T'as vu le TED Talk là, du gars sur la procrastination je vais vous donner la référence, vous irez voir. Okay. Il est extraordinaire. Il a schématisé tout dans le cerveau avec un petit personnage. Il est hyper drôle. C'est un grand procrastinateur. Et il l'explique très bien et c'est très intéressant sa façon de faire. C'est pas Tim Urban Si. Je connais son blog Why But Why qui est excellent. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est pas une compétence, c'est comme le growth mindset. Et mais attends, parce que pour moi, la growth mindset, donc l'esprit de croissance, c'est une compétence. Enfin, non, le growth mindset, tu peux la travailler. Oui, c'est une compétence, c'est un état état d'esprit. Alors la procrastination, j'ai l'impression qu'en effet, t'as vraiment une part de nature, quoi. Non, mais il y a une part de nature, mais bien sûr que ça se gère. C'est comme les émotions, ça se gère. Gère, c'est pas un très joli mot, mais tu peux trouver ton équilibre. Toi aussi, tu cherches l'équilibre. Je pense que, tu sais, la procrastination, pour moi, c'est que de tout petit, on a une préférence. Tu as 2 portes devant toi. Il y a la porte besoin de ressentir du plaisir et besoin d'obtenir des résultats. Et puis, de tout petit, tu as des gamins qui vont d'abord prendre le besoin de résultats dès qu'ils font quelque chose qu'on leur a pas demandé. Et tu en as d'autres qui vont aller plus vers le plaisir. Et puis après, quand tu es grand, tu apprends que dans la vie, tu as besoin des 2. Et toute ta vie, tu essayes d'équilibrer. Ah non, c'est pas antinomique, mais tu as une préférence innée. Et moi, j'ai toujours été... la première porte, c'était le plaisir. Et t'en as d'autres, c'est besoin de résultats. Mais les 2, à la fin, on veut équilibrer les 2. Et la procrastination, c'est ça. C'est que t'en as besoin quand même et que tu as besoin de ces 2 portes dans ta vie pour aligner ta vie en fonction aussi de ce que tu veux vivre. Et toute notre vie, on essaye d'équilibrer ça. Et la procrastination est là pour nous aider à naviguer. C'est pas clair ? Si. J'allais te demander comment tu as fait pour optimiser tes besoins de résultats. Vu que tu avais cette tendance innée pour les besoins de plaisir, comment tu as travaillé pour que le besoin de résultat soit quand même là, parce que dans ta vie professionnelle, tu en as quand même besoin. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir la main sur mon temps et de plus travailler pour les autres. Quand je travaillais pour les autres, je n'étais pas du tout malheureuse, mais j'étais toujours sur les besoins des autres. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'être sur les besoins des autres, mais c'est OK. Donc, je le gère et c'est voilà. Mais c'est aussi d'être sur mes besoins à moi. Donc, il y a un chiffre d'affaires, il y a tout ça. Donc, moi, j'ai mes repères. Si d'un seul coup, j'ai passé plus de temps à faire quelque chose qui n'est pas rémunéré, et ça m'arrive souvent, je sais que de toute façon, je ne perds pas de tête qu'à la fin de l'année, je sais combien je veux et je vais me rajouter une activité, je vais rajouter un projet. Je suis tout le temps dans l'ajustement. Je ne perds pas ça. Au contraire, ça m'a aidé, moi, l'entrepreneuriat. Ça m'a aidé à conscientiser et tu es responsable. Donc, justement, j'ai un peu ça aussi comme repère. Les objectifs que tu te fixes ?
dans mon travail, combien je veux faire, j'ai besoin de combien d'argent pour la famille, pour tout ça. Donc, tu vois, c'est ça un peu. Je sais pas si ça va ensemble, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour me rassurer, en fait, de me dire, là, j'ai fait ça, j'étais très contente, et en même temps, dans les 6 mois, faut qu'il y ait temps, tu te débrouilles. Et si tu devais partager 2 conseils aux personnes qui nous écoutent pour être plus productifs, qu'est-ce que tu donnerais ? La curiosité, parce que parfois, on a l'impression d'être productif en faisant les choses comme ça, mais on les fait en autopilote. Et donc, quand on les fait en autopilote, c'est qu'on répète les mêmes façons de faire. C'est système 1, système 2, non ? Oui, alors, système 1, c'est de mettre le pansement sur un problème, en fait. C'est un peu ça, quoi. Okay. Et puis 2, c'est repenser le système. En fait, c'est un peu ça. Quand tu veux tout le temps être productif, tu vas beaucoup aller dans des modes de fonctionnement rapides, connus, qui ont fait les preuves à un moment donné. Et c'est tout le problème, c'est que ça, l'intelligence artificielle va très bien le faire. Et notre valeur ajoutée, elle est ailleurs. Et donc, mon conseil, c'est de dire, de temps en temps, essaye de changer ta façon de résoudre des problèmes que tu résous depuis longtemps. Ça fait du bien, ça c'est la première chose. Donc, c'est pas de se méfier de ce que tu sais pas, mais c'est de ce que tu penses savoir. C'était la citation de Mark Twain, ça. Je l'adore. Et le deuxième, c'est bateau, mais c'est de toujours faire des premières fois. Moi, je suis obsédée par les premières fois. Je trouve qu'il y a un âge où les gens arrêtent c'est vrai. De faire des trucs. Se censurent, ils font plus de première fois. Moi, une des premières questions que je pose, même en entretien, je la poserai, c'est quelle est la dernière chose que vous avez fait pour la première fois ? Elle t'inspire cette question ? Ouais, elle m'inspire. Ça, parce que je trouve que c'est représentatif d'un état d'esprit et de la personne que tu vas avoir. Est-ce que tu vas recruter potentiellement quelqu'un qui a cette ouverture-là et qui a cette volonté aussi, cette curiosité-là ? Voilà. Et puis comment te dire, ce qu'on aime chez les enfants, c'est justement ces premières fois, en fait. Il n'y a rien de plus sympa que d'observer un gamin qui fait quelque chose pour la première fois. C'est sympa à voir, à observer, surtout que c'est jamais pareil d'un enfant à l'autre. Et ça, on le perd. Et peut-être que je m'autorise plus ça maintenant, parce que ça m'a frappée de voir que les gens de mon âge ne font pas beaucoup de premières fois. Et dès qu'ils font des premières fois, tu dirais qu'ils ont 20 ans, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est bateau, mais c'est ça qui te ramène à te reconnecter à tes désirs et pas t'interdire des choses. Donc, le deuxième conseil, c'est ça. C'est de faire des premières fois, d'être curieux, même aussi de choses où tu ne penses pas la même chose, où tu es un peu moins attiré. C'est bien aussi de faire des expériences... de choses que peut-être tu n'aurais jamais faites, c'est super instructif. Et puis s'autoriser à pas toujours faire par rapport à une performance, quoi. Ça aussi, c'est très agréable d'apprendre des choses dans des domaines où t'as pas... le but, c'est pas d'être un expert, c'est juste d'en savoir un petit peu plus, quoi. J'ai une dernière question pour toi par rapport à ce cheminement dans la vie professionnelle, et pas des moindres. C'est la négociation salariale. Quels sont les principaux outils qu'on peut utiliser pour parvenir à obtenir une augmentation ? L'augmentation, il faut déjà comprendre que dans la culture de l'entreprise, l'augmentation, c'est pas un dû. C'est pas quand tu fais très bien ton travail, c'est quand tu atteins tes objectifs, c'est normal. C'est ce pourquoi tu es payé. Donc, le fait d'avoir un peu ce rapport au temps là, comme pour l'anniversaire, où ça fait 1 an, donc je dois avoir une augmentation. Bien sûr, tu as les augmentations générales par rapport à l'inflation. Donc déjà, ça, il faut bien l'intégrer. Après, pour justifier d'une augmentation, c'est plus par rapport à ce que tu pourrais faire en plus. Donc, la première chose, premier conseil que je donne, c'est de réfléchir quelle est la raison principale pour laquelle je veux cette augmentation. Parfois, il y a un manque de reconnaissance aussi. Donc, une augmentation ne va pas régler le problème. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas la demander. Mais ça, c'est un sujet dont on parlait hier dans une autre émission. Là. Je pense qu'il faut aussi réfléchir pourquoi je pense qu'aujourd'hui, je dois demander cette augmentation. Au fond, c'est quoi le rationnel de ça ? Donc, ça peut être un projet que tu viens de faire, où tu as dépassé... souvent, c'est ça, l'augmentation vue du patronat, c'est que tu as dépassé tes objectifs, ou tu as mis quelque chose dans l'exécution d'un projet qui justifie qu'on te donne, qu'on le signifie par l'argent, voilà. Donc déjà, c'est bien d'analyser ça pour être droit dans tes bottes, tu vois. Et c'est savoir concrètement pourquoi tu la demandes. Après, la règle de base de tout, tu peux être maladroite dans une négociation, c'est pas grave, tant que tu sors des chiffres qui sont pertinents.
Et les chiffres pertinents, ils reposent sur des enquêtes de rémunération, pour la plupart des jobs qu'on a dans les entreprises. Donc, tu as plusieurs cabinets qui rendent ces enquêtes de rémunération publiques. Donc, il y a un certain nombre de cabinets, Robert Walters, Page Personnel, qui te donnent. Donc, il suffit de taper enquête rémunération ou salaire 2023 ou 2024. Et puis, tu vas tomber sur ces études. Il faut rentrer un email et puis tu reçois sur ton email. Donc, l'idée, moi, c'est que par rapport à un type de poste, tu vas mettre toutes les fourchettes de ces études, fourchette basse, fourchette haute par rapport à ton niveau d'expérience. Et puis après, tu vas aller sur des outils à l'APEC aussi. Il y a un outil de... L'APEC, c'est pour les cadres. Il y a un outil de simulation de salaire qui tient compte de ta région. C'est très important parce que souvent, les enquêtes de rémunération sont par rapport à l'Île-de-France et Paris. Donc, tu peux mettre très précisément ton job et on va te donner les données de l'année. Et tu me moulines tout ça. Tu peux aussi aller sur Glassdoor où là, c'est déclaratif. N'importe qui peut aller et dire, bah voilà, de façon anonyme, je travaille dans telle société, voilà combien je gagne. Donc, il y a ce partage d'informations. Donc, pour moi, et après, tu vas demander aussi à des copains qui font la même chose que toi ailleurs. Et tu me mets toutes ces données-là, tu moulines, et ça te donne une fourchette basse, une fourchette haute. Et là, même si je ne suis pas très douée pour la négociation, je sais que ce dont je parle, c'est le reflet d'un marché. Donc, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas déconnectée, je suis légitime à m'exprimer sur le sujet. Si tu vois que ton salaire, il est effectivement décalé par rapport à ça, même si tu n'as pas fait de résultats exceptionnels, déjà, ton salaire, pour demander une augmentation aussi, c'est s'il n'est pas aligné avec le marché. Ça, c'est une bonne raison. Donc là, tu viens, tu rappelles un peu tous les résultats que tu as obtenus dans les 6 à 9 derniers mois ou la dernière année. Et puis après, tu fais part aussi, ça c'est important, tu vas un peu demander du feedback aux gens au même niveau que toi qui ont bossé avec toi, d'autres chefs de département. Ben voilà, on a passé cette année ensemble sur tel projet. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec moi ? C'est-à-dire que tu vas chercher des perceptions et tu montres à ton boss que tu es au courant. Parce que lui, il va faire ça aussi. Il va aller se renseigner sur toi. Donc, le fait de montrer que tu es préparé, que tu connais le niveau du marché, que tu te préoccupes aussi de comment a été perçue ta façon de travailler. Et après, tu fais ta demande par rapport au marché. Bah, très simplement, voilà, aujourd'hui, je suis à temps et j'aimerais bien être plus alignée sur le marché, ou j'aimerais bien que ma rémunération reflète davantage les compétences que j'ai développées cette année qui sont nanana, ou les résultats que j'ai obtenus. Et aujourd'hui, ça n'est pas reflété dans ma rémunération. Et donc, je prétends à temps. Donc, tu as plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent il faut dire un montant précis. On en revient de cette école-là parce que du coup, tu vas obtenir au mieux le montant et au pire en dessous. Maintenant aussi, tu as la fourchette. La fourchette, en bas, tu mets... Après, c'est du jeu de théâtre, mais tu mets le montant que tu veux un petit peu plus que le montant que tu voudrais, et puis après, la fourchette haute par rapport au marché. Voilà. Donc, c'est à toi de voir comment tu te sens à l'aise, mais je dirais que c'est un peu le cadre de la négociation. Et si on te dit un non, il faut toujours se préparer un non. Ce qui est important, c'est de poser 2 autres questions. C'est, j'entends qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez pas m'augmenter. Maintenant, j'ai besoin de comprendre ce qui n'est pas là et ce que vous attendez que je montre ou que je délivre pour l'obtenir. Et il faut c'est pas que tu dis je suis pas d'accord avec toi, c'est plutôt tu dis qu'est-ce que tu veux là, qu'est-ce qui c'est pas là, mais je comprends pas. Il faut que tu saches ce que tu as à faire. Si tu n'obtiens pas de réponse précise, pour moi c'est clairement un signe que ça fait qu'ils ont pas, ils souhaitent pas t'augmenter pas dans tous les cas, quoi. Voilà. Donc là il faut aller passer des entretiens pour aussi voir sur le marché s'il y a d'autres choses qui te donnent envie. Pas de panique, mais voilà. Et si on te dit on trouve que t'as pas assez montré ça, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, j'aimerais bien que tu me mettes sur tel projet ou telle chose parce que je ne suis pas très exposée à ça. Parce que tel poste, c'est ça que j'aimerais faire après et j'ai besoin de me préparer. Et on en reparle dans 6 mois. Et tu reviens toujours. Tu as des gens, ils y pensent pendant 10 ans à demander une augmentation de salaire. Ils y vont, on leur dit non. Ils repartent, ils remettent 5 ans à revenir. Et c'est ça l'erreur, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il faut savoir pourquoi on te dit non pour pouvoir travailler dessus. Si tu trouves que c'est légitime. Et puis sinon, tu vas voir ailleurs et puis c'est pas grave. Hyper intéressant. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi, mais c'est hyper intéressant. Et puis j'invite dès maintenant les personnes qui nous écoutent et qui ont aussi beaucoup apprécié notre échange à lire ton livre « Les jobs de mes rêves », publié chez Marabout, je crois. Ouais, j'achète. Et donc mes petites dernières questions, qui sont un peu plus perso, mais c'est surtout des recommandations. Si tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent
un podcast, un livre, une ressource qui t'a marqué, qui t'a aidé, qu'est-ce que tu recommanderais ? Qui c'est que j'ai cité ? Adam Grant. Think Again. Moi, je sais pas. C'est un livre que j'ai trouvé intéressant. C'est-à-dire vraiment de réfléchir à des choses que tu penses savoir. Je trouve que ça sonne évident, mais on oublie. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te challenge un peu là-dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si, sur tout ce qui est leadership, pour les gens qui réfléchissent, est-ce que j'ai envie de prendre un poste de management ? Mais le management, j'aime pas, parce qu'ils ont peut-être pas eu des rôles modèles qui les ont inspirés. Peut-être lire le livre autour du servant leadership de Ken Blanchard. Donc en gros, c'est la leadership du servant, c'est ça ? En fait, c'est qu'un leader est au service de son équipe. Il s'excuse quand il se trompe, et il a le droit de se tromper. Il est empathique, et son travail, c'est de faire en sorte que les gens puissent faire bien leur travail. Le manager, c'est pas quelqu'un qui doit savoir plus de choses dans l'expertise de chaque collaborateur. Lui, c'est un chef d'orchestre qui est là pour faciliter le travail et faciliter la vie des clients. En fait, c'est ces deux axes. Et on l'a un peu oublié. Ce livre, il n'est pas tout récent. Il a, 3-4 ans. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment ce dont on a besoin dans l'entreprise. On ne va pas supprimer tous les managers, mais des managers comme ça, des leaders comme ça, on en a besoin. Et par rapport à la santé mentale. Donc, par exemple, il y a plein de déclinaisons, mais tu as des petites vérifications tous les mois où tu ne parles pas forcément du travail avec ton chef. Tu as une espèce de temps libre comme ça, où tu parles, si tu as envie de parler de toi, ce qu'ils appellent voir comment vont les gens et créer une relation vraiment, tu vois. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Ça me donne envie de le lire. Voilà. Et puis sinon, il y a un film très bateau encore, mais je sais pas pourquoi je l'aime bien. C'est Joy. Je l'ai vu beaucoup de fois. C'est avec Jennifer Lawrence ? Voilà. Donc, il y a un côté caricatural, américain, du succès, tout ça. Il y a quand même des choses intéressantes pour les femmes aussi, même si au début, c'est un ballet, sans l'histoire d'entrepreneuriat. Je trouve ce film pas si mal fait. Ok. Écoute, je l'ai jamais vu. Alors, ça me donne envie de le voir. Faut pas que tu prennes parce qu'il y a vraiment ce côté américain, tu vois, voilà. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai revu 6 ou 7 fois. Ok. Et je vois des choses que je voyais pas au départ. Donc, quand tu hésites, si tu as un projet, une envie de faire quelque chose entrepreneurial, parfois de regarder ça sur l'échec et tout, c'est du très léger. Mais aussi le très léger fait du bien. Voilà. Et tu pleures un peu, t'es bien. Voilà. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Alors, tu as eu beaucoup de mes chouchous. C'est vrai ? Oui, c'est qui tes chouchous ? La dernière fois, tu as eu Cyril. Boris Cyrulnik ? Oui, alors. Ouais. C'est ma passion depuis toujours. Voilà, ma passion. Je bois, j'adore. Ouais. L'homme, l'écrivain. Non, alors je sais. Je pense ça. Bambi Kapov. Je connais pas. Oui, Bambi Kapov, c'est la revue Citizen K. Ok. Et en fait. Il parle jamais, il vient jamais, mais à voir. En fait, Kapov, je l'adore parce que il travaille dans le. En fait, c'est un directeur artistique. Enfin, il fait pour les marques de luxe. Il travaille dans le luxe depuis toujours. Il a ses revues, mais il incarne la modernité. Et puis maintenant, il a fait toute une carrière. Et encore aujourd'hui, tu vois, il est un peu plus âgé que moi. Il est encore dans ses codes du luxe. En fait, c'est quelqu'un de non conventionnel qui a réussi dans un monde très conventionnel. Et c'est quelqu'un de très cultivé, très intéressant. Et justement, par rapport au regard des autres, pour moi, c'est une source d'inspiration. J'aime bien en parler avec lui parce qu'il est dans un monde quand même très normé. Et en même temps, il a un rapport au regard des autres très, très différent, parce qu'il est lui-même un peu différent. Et en même temps, il sait très bien comment ça fonctionne, puisqu'il crée des scènes et met en valeur les produits de luxe. Donc, peut-être que ça pourrait être... une source d'inspiration parce qu'il est non conventionnel et il est très inspirant. Okay. Et Samuel Durand. Qui est Samuel Durand ? Il a fait des documentaires sur le travail que je trouve très intéressants. D'accord. J'aimerais bien l'entendre. Ok. Je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? Faire des premières fois, tout le temps. Et rester curieux. Je me répète, mais... Non, c'est beau. Et puis, c'est cohérent, quoi. On voit que c'est ta réflexion depuis longtemps et je pense qu'elle va ouvrir l'esprit à pas mal de gens. Parce que, comme tu dis, on n'y pense plus.
Et tu viens de nous le rappeler, donc c'est hyper chouette. Ouais, quand t'es grand, tu dois tout faire bien tout de suite. Ouais. Et ça, c'est ça, je pense, le poids de la société. C'est vrai que c'est ça le frein, quoi. Moi, je trouve que le jour où j'ai compris que je pouvais, parce que de toute façon, on peut pas faire tout bien tout le temps. Mais tu le sais, mais t'arrives pas à t'autoriser. Mais le jour où je me suis autorisé ça, ça a tout changé. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Franchement, c'était hyper cool. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Je suis sur les réseaux, voilà, il y a Insta, il y a TikTok, et sinon sur LinkedIn. Ouais. Et puis voilà, ils trouveront des façons de me contacter. Et si je réponds pas tout de suite, renvoyer une deuxième fois, c'est pas grave, le prenez pas perso. Ouais. Et j'adore rentrer en contact et rencontrer plein de gens ici grâce à ces réseaux, ça a permis ça. Ouais, c'est vrai. Et je Merci, mettrai aussi ton livre dans les notes. Merci Louise. Avec grand plaisir.